train d'aller me moucher. C'est pas grave, je vais attendre maintenant. Ok. Écoute, comment vas-tu? Mais ça va très bien, écoute. C'est le 31 aujourd'hui. On Ouais. enregistre cet épisode le 31. Année un peu chamboulée, mais ce qui est cool, c'est qu'on a commencé ce podcast et il grandit bien. On est à notre 7e épisode. Je crois que juste avant, tu regardais les analytics de notre compte YouTube et on avait quoi? Il y avait eu 500 heures Ouais, d'écoute. 572 heures d'écoute, de visionnage. Donc ça, c'est juste sur YouTube. 217 subscribers et en moyenne, 50% des gens qui écoutent plus de 30 minutes. Donc ça, c'est bien. Pas mal. Ouais, parce que pour le coup, on est sur du long format. C'est pas un format qui est adapté pour tout le monde, pour la vie de tout le monde, et enfin pour le train de vie de tout le monde. Et du coup, je suis content qu'on ait plus de 50% des gens qui écoutent. Bah écoute, épisode 7, tu sais que le 7, c'est mon chiffre pour bonheur. Ah bon? Donc, espérons que cet épisode me porte bonheur. Moi, je voulais commencer aujourd'hui avec pas forcément avec une boîte, mais avec un investisseur et entrepreneur que j'aime beaucoup, que tu connais, qui s'appelle Naval Ravikant. Mhm. Et il avait fait un tweet storm assez connu sur Twitter il y a un peu plus d'1 an, qui a ensuite été dérivé sur un podcast, même un bouquin, qui était sur le fait comment s'enrichir sans attendre, sans s'enrichir grâce à de la chance, mais grâce à plusieurs first principles qu'on va mettre en place dans sa vie qui nous permettent de s'enrichir. Et à un moment, moi je l'écoutais sous forme de podcast principalement, je l'ai aussi lu, mais principalement sous forme de podcast. Il parlait de la chance et des 4 différents types de chance et Mhm. sur lequel il faut bosser pour espérer d'avoir la plus grande croissance et le plus grand impact. Et les 2 premières chances dont il parle, c'est la dump luck et la blind luck. Ça, c'est la chance qui te tombe dessus par chance, pour le coup, où tu t'attends rien de ça, et genre, c'est du random, quoi. C'est de Mhm. l'aléatoire pur et dur. Sa troisième chance dont il parle, qui décrit pas trop, mais qui n'est pas la plus importante, c'est la chance que nous, on interprète dans le monde entrepreneurial, qui est celle de l'entrepreneur courageux et travailleur. Donc, on dit, plus tu es courageux et plus tu es travailleur, plus tu persévères, plus tu augmentes tes probabilités que la chance te touche. Et Terreau fertile. exactement. Et pour lui, c'est pas elle est bien cette chance, mais c'est pas celle-là sur laquelle il faut vraiment focus. Pour lui, il faut focus sur la 4e chance. Le 4e type de chance, c'est la chance qui vient à toi. C'est pas une chance que tu vas chasser, c'est une chance qui te chasse. Et en fait, elle se développe enfin, cette chance arrive quand toi, tu développes un certain trait de ta personnalité et ta réputation de façon à ce que cette chance vienne à toi, naturellement à toi. Il donne un exemple de ça, il parle du plongeur. Donc il prend l'exemple d'un plongeur qui est renommé pour pouvoir aller très loin dans les profondeurs, le plus loin possible par rapport à tous les autres plongeurs sur la planète. Et du coup, les chasseurs de trésors viennent le trouver et lui demandent et lui disent qu'il y a un trésor très profond dans la mer, que personne ne peut l'atteindre sauf lui. Et en échange du fait que lui va chercher ce trésor, il aura une part du butin. Ça, c'est une chance qui vient à lui du fait qu'il a développé quelque chose, il a persévéré dans quelque chose qui le rend unique. Et de ce fait qu'il est unique, naturellement, il attire la chance que le chasseur de trésors vienne le trouver, que lui et pas quelqu'un d'autre. Et du coup, il conseille aux personnes qui l'écoutent d'être excentriques, farfelus, d'être un digger, parce qu'il dit dans le monde, la plupart des choses ont déjà été découvertes. Il reste des spots non découverts, des spots où tu peux encore être le numéro 1. Mais pour devenir le numéro 1 aujourd'hui, ce qui est de plus en plus dur que hier, il faut que tu aies une part d'excentrisme en toi, une part il faut être un peu farfelu et il faut être un digger pour trouver des endroits qui sont inexplorés, dans lesquels toi, tu pourrais devenir le numéro 1 dans cet endroit-là. Euh, Moi, j'ai un autre exemple là-dessus, c'est par exemple les podcasteurs ou pas que les podcasteurs, les créateurs de contenu qui essaient de se spécialiser dans une verticale. Typiquement, je suis créateur de contenu, ma spécialité, c'est la tech, plus spécifiquement la santé. Mhm. Si je fais un podcast sur la tech et la santé pendant 10 ans,
il y a de fortes probabilités que j'attire les futurs entrepreneurs qui créeront des billion-dollar compagnies dans la santé, dans la tech, dans la santé. Et donc, de ce fait que tu as persévéré, que tu as digué dans un sujet, tu attires un deal flow de qualité qui n'a pas de prix. Tous les investisseurs savent que attirer les bons entrepreneurs sur une verticale, c'est très dur. Et du coup, en créant du contenu, en devenant le maître de ton sujet, tu vas naturellement attirer ces entrepreneurs-là parce qu'en fait, tu les éduques pendant des dizaines d'années. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as des exemples, toi, de gens, des gens autour de toi, ou même des gens que tu suis, où tu as vu qu'ils ont développé ce quatrième type de chance, qui est la chance qui vient à toi et pas toi qui va vers cette chance. Bonne question. Là, comme ça, j'ai personne qui me vient en tête. J'ai l'impression qu'autour de moi, la plupart des gens qui ont réussi, c'était plutôt sur le troisième type. Ils ont développé un terreau fertile, et puis, au fur et à mesure de leurs explorations, ils ont décidé de commencer à diguer dans une, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est pas des gens qui, dès le début, étaient des farfelus assumés et qui se comportaient enfin, qui étaient originaux. C'était pas des originaux. Ok. Donc, ouais, non, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête. Mais Naval, ses Tweetstorm, etc., c'est extraordinaire. Mhm. Moi, dans ce Tweetstorm, ce qui m'avait le plus marqué, c'était pars du principe que chaque heure de ta vie vaut 5000 balles. Et ensuite, enfin, et en gros, à chaque fois que tu fais une entorse à cette règle-là, ça doit être considéré comme c'est parce que tu fais quelque chose qui, sur le long terme, va ramener plus. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, moi, ça m'a vraiment changé la façon dont je voyais le temps passé et investi dans des boîtes ou dans des projets perso. En fait, c'est une bonne sélection naturelle en fait d'appliquer ça, avoir ce framework en tête. C'est ça, Et ouais. ça me fait penser que j'avais un autre truc, et on m'avait ri au nez quand j'en avais parlé dans la boîte dans laquelle je travaillais. Dis-moi ce que t'en penses. J'avais dit mon objectif. Alors, en fait, c'est vraiment pour se mettre du coup dans un framework et dans un mindset bien particulier, tu vois, mais c'est Ouais. pas forcément quelque chose qu'il faut atteindre en soi. Mais mon objectif, et c'est comme ça que je l'avais dit, c'est que tous les mois, je génère l'argent dont j'ai besoin pour vivre un an. Ok. Tu comprends? Donc en gros, Ouais. c'est OK, je détermine que pour vivre un an, j'ai besoin de 30 000 balles, et ben, il faut que tous les mois, il y ait 30 000 balles nettes qui tombent dans ma poche. Et, euh, et je me rappelle, j'avais dit ça sur un temps de midi, et là, t'avais tous les normies qui s'étaient arrêtés de manger et qui m'avaient regardé et qui avaient dit, mais de quoi tu parles? Enfin, tu vois, et c'était vraiment, enfin, c'est vrai, c'est vraiment bizarre. Enfin, Mais le rapport que les gens ont avec ces sujets-là, il est compliqué, quoi. On en a parlé, je crois, dans le premier épisode ou dans le deuxième. Justement, mais oui. Non, non, D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir ce fameux Tweetstorm, de le lire et de s'en inspirer parce qu'il y a des vrais. Et des fois, ça va un peu loin. C'est un peu trop métaphysique, même des fois. C'est un peu trop ouais. hardcore. Mais c'est pas mal, quoi. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as un truc là On n'a pas vu nos sujets. De temps en temps, on se partage nos sujets. Là, pour le coup, j'ai aucune idée de quoi tu vas me parler. Ouais, ça fait deux, Donc, trois épisodes qu'on regarde plus du tout ce dont l'autre va ouais. parler, hein. Je sais pas si c'est mieux qu'on regarde ou pas. Je sais pas. En vrai, tu vois. Genre, mais pas vraiment avoir les détails, mais parce qu'en vrai, nous-mêmes, on ne connaît pas les détails de quoi on va parler. Mais juste les titres des sujets. On se dit, tiens, celui-là, il est intéressant. Ouais, ou Vas-y, les grands parle-en. thèmes peut-être, les grands Ouais, thèmes. peut-être. Parce qu'en fait, le danger là, quand fonctionne comme ça, l'avantage c'est qu'on est hyper naturel. Le danger c'est que tu peux parler de cartes Pokémon et puis moi je peux parler de macarons ou je sais pas moi, ou d'espace, tu vois. Et les gens ils doivent faire une gymnastique mentale incroyable. Ouais, Peut-être que c'est trop difficile à suivre quand on. Mais bon, je ça sais nous pas. convient On tous les deux. verra. Donc, Exactement. C'est le Osef. principal. Alors moi j'ai envie de te parler d'un truc, c'est des CRM. Alors, je sais pas si, enfin, je suis sûr, certain que tu as déjà travaillé avec des CRM. Mhm. Moi, dans mon expérience, j'ai travaillé avec des CRM, Pipedrive en l'occurrence. La plupart des CRM, enfin, les CRM les plus connus et les plus génériques, Ah, c'est ça sert à quoi un Pipedrive. CRM? Si tu peux, genre. Donc, ouais, je vais en Parce qu'il y a parler juste après. plein de Un types d'outils CRM, différents. Vas-y. ouais, CRM, c'est vraiment Customer Relationship Management. C'est vraiment l'outil qui fait interface entre toi, le business, et une personne en particulier, un client la plupart du temps ou un prospect, et
cette interface, elle permet d'interagir de façon bien précise avec ce client, de façon peut-être automatisée, etc. Ça permet de processiser en fait toutes les étapes par lesquelles un client passe dans ton business pour que son expérience soit la plus propre possible. Mhm. Et donc, les CRM les plus connus, comme je disais, c'est Pipedrive, Salesforce. Il y a aussi HubSpot en marketing. Et ça, c'est ce que les gens utilisent la plupart du temps. La plupart des startups à Paris autour de moi sont soit sur Pipedrive, soit sur Salesforce. Et en fait, ces deux grands CRM-là, ils sont assez génériques. C'est des CRM de sales, même si, pour le coup, Salesforce, c'est un CRM qui est customisable à souhait, parce qu'ils ont un langage de programmation qui leur est propre. Il y a moyen, il y a un dev dans mon ancienne boîte qui a passé des semaines à personnaliser Salesforce juste pour notre business à nous. Donc c'est vraiment, on peut aller très loin avec Salesforce, mais c'est de la vieille technologie, pas très agréable à regarder, je trouve, mais qui fonctionne plutôt bien et qui coûte extrêmement cher. Et donc je Ça continue coûte vite cher, là-dessus. effectivement. Et donc, Désolé. ce que je voulais dire, moi, c'est que en fait, ces CRM qui sont génériques, ils laissent par défaut en fait une place pour un CRM for X. Alors, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est des CRM verticalisés. Et j'ai envie de parler d'un CRM verticalisé en particulier qui s'appelle Viva. Alors, Viva, j'ai découvert via Corentin Porret, un entrepreneur à Paris qui m'en a parlé, parce qu'il était fan du CEO qui s'appelle, je vais pas mal citer, c'est Peter Gassner. Il a plus de 50 ans. Et en fait, Viva.com, c'est un CRM qui est 100% orienté vers les boîtes qui sont dans la life science. Donc, c'est des boîtes de Ok. chimie, c'est des boîtes de bio, c'est des boîtes de bioengineering, c'est des boîtes qui font de la pharmaceutique et tout ça. Et en fait, ils ont créé une suite d'outils dans leur CRM qui permet à toute boîte, comme par exemple GSK, ou comme j'ai noté une autre qui est leur client, c'est Bayer, et ben en fait, Ok. de gérer non seulement la partie commerciale, mais aussi la partie développement de produits, la partie R&D, et la partie qualité. Et c'est vraiment un CRM qui est verticalisé sur donc cette industrie-là de life science. Ok. Et je trouve ça génial. Alors, pour donner des chiffres, Salesforce, c'est 49 000 employés et c'est des dizaines de milliards de valorisation. Et Viva, c'est 4 000 employés et 40 milliards de valorisation. Ils viennent d'être introduits en bourse il y a quelques années. Et le revenu chaque année, c'est 1,1 milliard de dollars. Et donc, c'est extraordinaire. En fait, le CEO de Viva est un ancien Salesforce. C'est un Ok. ancien head of chez Et en Salesforce. quoi un CRM peut... Parce que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup de CRM, j'en ai utilisé quelques-uns, mais de façon très basique. En quoi un CRM doit être personnalisé pour une industrie? C'est genre, t'as des exemples de fonctionnalités Oui, bah, qu'une industrie spécifique a besoin, dont une typiquement, industrie a besoin? l'industrie de la pharmaceutique, la Big Pharma, les Big Pharma, etc., elles ont des procédés et des réglementations à souhait. Et du coup, eh ben, soit c'est madame ou monsieur fois 100, parce qu'ils sont en général des centaines à gérer ça, qui gèrent les processus en interne dans l'entreprise. Et ça prend du temps, il y a la dispersion d'informations, une mal communication, etc. Ou tu passes par un CRM, en fait, qui te permet de faire tout ça. Et donc, typiquement, les big pharma, elles doivent respecter des règles avant de mettre un médicament sur le marché. Il y a des règles dans la R&D. Donc, en fait, tout ça, tu peux voir vraiment ça comme un funnel d'acquisition, mais juste, tu as une idée de médicament à la base, et puis tu as le procédé chimique, je ne sais pas exactement ce qui se passe, et puis tu as les différents intervenants, les essais, les trials, etc. Ouais. Euh, et jusqu'à le moment où ça sort. Et puis le moment où ça sort, il y a une relation commerciale qui s'instaure. Donc en fait, Viva, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, tout au long de cette chaîne de valeur, proposé des solutions digitales pour chacune des étapes. Ok. Et je trouve ça assez fort de réfléchir en termes de CRM par vertical. Alors je peux en citer d'autres, des CRM par vertical. Alors là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui a partagé notre podcast sur LinkedIn, qui a fait un CRM pour les photographes pro. Donc il a Ok. 1000 CRM, 1000 photographes. Ça s'appelle, je ne vais pas non plus mal le citer, mais c'est photostudio.io. C'est fait par Anthony Hockmes, un liégeois d'ailleurs, un dev, un solo dev, qui sert 1000 photographes francophones pour le coup. Et bon, je ne sais pas exactement ce que font les photographes sur un CRM, mais j'imagine qu'il y a des prises de rendez-vous, et puis ensuite il y a un shooting, et puis ensuite il y a toutes les étapes par lesquelles
tu arrives à la fin à une photo en ligne publiée ou une photo imprimée. Et je trouve ça assez fort, en fait, parce que si vous êtes fan d'une industrie, si tu es fan d'une industrie, par exemple, je pourrais très bien être fan du vin. Là, je vois parce qu'il y a une bouteille sur mon bureau. Je suis fan de vin. Non, je ne bois pas pendant l'interview, elle est fermée, mais je précise. Mais du coup, je suis fan de vin. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a les vendanges, ok, il y a la vinification, ok, il y a la mise en bouteille, ok, il y a la distribution, retail, pas retail, direct to consumer, pas direct to consumer. Et je suis sûr et certain que au-delà de la vraiment du shop vitrine qui existe pour une bouteille de vin ou bien alors un accord commercial de distribution avec Carrefour, avant il y a des dizaines et des dizaines de processus qui pourraient être digitalisés pour que l'expérience soit plus concluante en fait et plus performante. Et je trouve ça assez fort de réfléchir par CRM par vertical. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu vois là, toi, tout de suite, des verticales Je pour pense lesquelles il que y tu aurait des peux prendre toutes CRM. les industries qui sont assez je pense que si tu veux le lancer sur un CRM, il faut déjà trouver une industrie qui a besoin de CRM et puis une industrie assez grosse où tu sais que où tu peux concurrencer du Salesforce ou de l'autre. Euh, mais j'en ai pas en tête. Je pense que, comme tu l'as dit, il y en a plein. Euh, est-ce Moi, que... ouais, Vas-y. par exemple, ce qu'on pourrait, par exemple, je sais pas si tu sais comment Salesforce fonctionne, mais en gros, ils vendent ta solution, et puis ensuite ils disent, bon, ben voilà, voilà, il y a un implémentateur qui peut venir implémenter Salesforce dans ton Ouais, entreprise, ça coûte 1000 euros la journée, etc., ouais. etc. Et en gros, tu trouves des freelances pour venir installer Salesforce. Je suis sûr qu'en cherchant un petit peu sur Internet, il y a moyen de trouver, en gros, des implémentateurs qui se sont spécialisés, Ouais, pardon, ouais, ouais. sur des industries Je vois ce que tu veux dire, pour Salesforce. clairement. Genre, si on se rend compte Déjà qu'il en y a... interne, ils doivent avoir certainement, genre, Oui, quand on a un mec dans la pharma, on c'est tout envoie X, compliqué, oh là là, ouais, c'est ça. ouais, donc on envoie les spécialistes oui, donc clairement, clairement, je pense. Donc ouais, tu pourrais t'amuser à regarder ça. Du coup, il faudrait, genre sur LinkedIn, tu tapes les employés de Salesforce, tu essaies de les catégoriser par industrie. Et, Oh, euh, 59 000, gros. et, et 49 tu 000 employés. fais. Ouais, bah, du coup, il y a du monde. Donc, ce que Oui, je veux dire, c'est qu'il y a du monde. Tu peux les catégoriser par job title et par industrie. Tu peux le faire. exact. Et, euh, et ensuite, tu fais des interviews, tu choisis l'industrie qui t'intéresse et tu les contactes. Tu leur demandes de faire un petit call de 30 minutes et tu essaies d'en apprendre le plus possible sur du CRM dans cette industrie-là. Parce que eux ont les insights, quoi. Eux, ils savent. Ils savent vu qu'ils sont dedans, quoi. Oui, non, c'est intéressant. T'aimerais bien faire un CRM, toi? Oui, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que j'adore tout ce qui est. Enfin, ça c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup grandi ces derniers mois, ces dernières années, mais j'adore maintenant processiser euh, toutes les étapes d'un business. Je trouve ça génial parce que ça te permet vraiment de comprendre en fait. Alors, quelque part, il y a une espèce de. Ouais, tu scléroses un peu le truc quand tu l'analyses et que tu le mets dans des process, mais il y a quelque chose aussi là, qui est assez bandant, je trouve, là-dedans. Et ouais, mais genre même quand j'étais chez Spacefield, par exemple, je suis sûr que la plupart des logisticiens en France auraient tout intérêt à avoir un CRM pour gérer leurs clients qui arrivent en direct. Mm, Et les mm, mecs mm. aujourd'hui, ils sont avec leur bout de papier, leur feuille Excel, et il y a plein d'autres suites de logiciels On qui... en a parlé la semaine passée justement de ça, hein. C'est, euh, Ah oui, avec... oui, oui, on a parlé de tout ça. Non, clairement, clairement, clairement. Ok, donc tu aimerais bien faire un CRM bah, je ne sais pas si et, j'aimerais bien faire un CRM, mais je pense qu'il y a vraiment plein d'opportunités. Si vous êtes fan d'une industrie et que vous vous rendez compte en fait qu'elle utilise un CRM par défaut qui est nul et pas vraiment personnalisé, rien qu'en faisant un petit peu de branding et en personnalisant. Vous pouvez même au début, ça peut être dégueulasse, hein. Moi, ce que je ferais si j'allais là-dedans, par exemple, si je voulais faire un CRM pour le vin, bah, je prendrais Pipedrive et je passerais 3 semaines avec 3 viticulteurs différents et je leur ferais ouais, un c'est ça. CRM sur T'installes. Pipedrive pour eux. Ouais. Exactement. Je pense que ouais, en fait, il faut commencer par du prestataire de service pour les 10 Mhm. premiers clients. Et en fait, tu installes une solution existante et tu vois là où les mecs galèrent, quoi. Là où les mecs disent, ouais, mais en fait, ça, c'est pas adapté, j'aimerais bien plutôt que ça fasse ça. Et ça, tu notes et du coup, ça te donne les features customisées pour cette industrie-là, quoi. Non, clairement, clairement. Et ça, une bonne chose à faire. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui disent quand tu veux faire du SaaS B2B, commence par du service. Essaye de comprendre tes clients, de quoi ils ont exactement besoin et ensuite développe un produit. Et en fait, c'est une épée à double tranchant parce qu'on sait tous que le service, c'est beaucoup plus facile que le produit.
Et du coup, tu risques de t'endormir sur le service. Quand tu commences à faire du service, que tu factures cher, tu risques de tomber amoureux du service et de ne jamais faire de produit. Sachant que le produit, c'est plus compliqué, mais ça a plein d'autres avantages. C'est que ça scale, ça fait plein d'autres choses. Mais je connais plein de personnes qui ont voulu faire ça et, in fine, sont restées dans la tourmente du service parce que le service, c'est simple. Tu On en revient. délègues, au final, quand tu es fondateur d'une boîte de service, si tu fais plutôt bien les choses, tu fais du management. Mais on en Euh, revient exactement au tout début de l'intro avec Naval. Tu dois trouver un moyen que ton revenu ne soit pas corrélé au temps que tu investis. Oui, clairement. Et du coup, tu peux pas le faire avec du service. Enfin, c'est Ouais. Et compliqué, du quoi. coup, toute personne qui n'a pas envie une équation simple, nombre d'heures fois prix par heure égale mon revenu, eh ben, elle voudra à un moment faire du produit. Ouais. Et Ouais. donc, ouais, bah, si le mec est heureux en faisant du service, why not, tu vois? Mais Ouais, après, non, mais exactement. ouais. Et attention, je critique pas ça, hein. Il y a des gens qui font du service, qui aiment bien leur vie et ma foi, qui continuent à faire du service, ils sont Et qui heureux font dans du ce qu'ils très font. bon service, ouais. Et d'ailleurs, ils font du très bons services. Mais moi, j'ai un exemple là-dessus, c'est Robin de Many Pixels. Donc, il a Exact. commencé en faisant du service, c'est-à-dire une agence de design. Ensuite, il s'est rendu compte que les process avec ses freelances, parce qu'en fait, il sous-traitait la majorité de la main-d'œuvre, étaient une galère sans nom. Et en fait, il fallait créer un tool qui puisse permettre aux clients de communiquer avec le freelance de façon fluide et claire. Et aux freelance de rapidement pouvoir switcher de client en client et d'avoir une vue sur l'entièreté des commandes de chaque client. Sachant que lui, c'est le point de distribution entre le freelance et le client, mais tout est brandé ManyPixels. Et du coup, il a développé ManyRequest, qui aujourd'hui est un outil, est un SaaS qui permet aux vendeurs de services de créer un panel client, un portail client white labellisé au nom de ta propre boîte et du coup d'avoir un outil, un portail client, quoi. Toute personne qui a déjà fait appel à des services en ligne sans rencontrer jamais personne sait qu'il existe des portails clients qui permettent de communiquer avec le prestataire de service, échanger des pièces, jointes, ce genre de choses, quoi. Oui, et Marquer les donc, milestones qui ont été faites ou pas, ouais. genre de Et donc toi, lui, il là a où. réussi. Ouais. Lui, il a réussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais commencer par du service pour faire du produit. In fine, ils ne le font jamais, quoi. Mais ouais, Mais dans le cas de Robin, par exemple, c'était l'étape cruciale, c'était l'étape service. Ça lui a permis oui, en fait, d'imaginer un produit pour clairement. lequel il avait aucune Parce que idée dans sa tête, il à la voulait pas base. faire Ouais. du produit à la base. Mm. Il savait même pas qu'est-ce que c'était du produit. Enfin, si, il savait, mais il n'était pas parti pour ça. À la base, je crois qu'il gérait une agence immobilière. Il est dans le service depuis le début. Il voulait faire du service, mais il a vu qu'il y avait du produit à faire et que le produit est scalable et que l'aventure produit est une autre aventure aussi, et avec ses avantages et ses inconvénients. J'ai une Mais question pour voilà, toi. J'ai une vas-y. question pour toi là. Je te disais avant le podcast que j'avais envie de râler, et ça sert à rien. Je suis d'accord. Je vais pas m'étendre, mais je vais juste te demander, à ton avis, j'ai- À mon avis, dis-moi. pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire un beau produit en France ou en Europe d'une manière générale? En vrai, Ah putain. c'est rare les boîtes pour lesquelles je me dis, waouh, ils ont fait un produit unique au monde. Et la question qui est sous-jacente à ça, c'est pourquoi est-ce que 90% des fondateurs que je connais en tout cas, ou dont j'ai entendu parler, dont j'ai écouté des interviews, ont tous pris un business aux États-Unis et ils ont fait, ok, on va l'appliquer comme ça en France. Tu Le vois? reculé. Non, non, mais C'est de c'est l'orgueil. génial. Non, non, Euh, mais non, mais oui. ça fonctionne, Non, mais c'est alors, génial. Mais je suis en fait, je comprends 100%. pas d'où vient. Enfin, tu vois, on parlait de Naval qui disait originalité, etc. Ouais. Elle est où l'originalité là-dedans? Alors, Pourquoi est-ce que les États-Unis ont toujours 2 ans d'avance sur la France, c'est un par putain de exemple? sujet. C'est un putain de sujet. Je Ça pense me qu'on rend pourrait en fou. parler pendant des heures. Ouais. Et, et je connais beaucoup de personnes de l'écosystème startup en France, plus spécifique, enfin, même en Europe. Et, euh, et personne n'a envie de se l'avouer, ça. Et j'ai l'impression que soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais je pense aussi qu'on a une majorité de boîtes qui sont des copycats des US, qui sont adaptées à la France ou adaptées à l'Europe. Et ça marche, ma foi. Mais pourquoi, du coup, on n'arrive pas à avoir des boîtes en Europe ou en France qui sont originales Day One et sont uniques d'elles-mêmes Day One sans forcément regarder de l'outre-Atlantique. Et ça, alors, on en a des exemples. Enfin, tu vois, on a des très belles boîtes. On a Zenly, Ouais, Zenly, ouais, j'y ai pensé. on a plein de belles boîtes. C'est pas vrai, tu vois. Enfin, si, c'est vrai. Je pense que
C'est Déjà, les il y a le exceptions. retard. Il y a le retard. Il y a le retard historique qui fait que en France, en Europe, on est en retard. C'est historique, c'est comme ça. Tu peux pas. Tu vois, as des années de retard parce qu'il y a la concentration du capital à la base, elle était là-bas. Ensuite, tu as la concentration des talents qui étaient là-bas. Tu as la niaque américaine. Les Américains, c'est des vendeurs. On n'est pas des vendeurs, nous. Donc, tu as plein de choses qui font ça. Bon, maintenant, on s'est quand même, on a bien rattrapé en Europe et en France. Il y a des belles choses qui se créent. Euh, mais après, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on a un malin plaisir à faire juste des copycats Mais c'est de la adaptés, tu paresse vois. ou c'est de. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'est. Il y a des mecs qui. Enfin, la plupart. Je vois très bien le Je sais profil que c'est. pas. Hein. Après, ça se met aux US. Tu sais, Ils font on dit pareil, ça, je sais mais pas. Ouais. ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement grand les US que tu peux avoir 10 boîtes qui font la même chose, 100 boîtes qui font la même chose, chacun s'en sort, tu vois. Alors Oui, mais c'est qu'ici, il pas y une en a un question qui. d'output. Hein. C'est plus une question de. Je sais pas moi, de réflexion intellectuelle à la base. Ouais, Comment ça se passe en fait? Pourquoi est-ce que. Il y a des mecs qui. Enfin, là, je veux pas faire de généralité, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui sortent de grandes écoles, qui font. Qui regardent la liste des boîtes qui ont levé et qui se disent, OK, bah, j'ai envie de faire la même chose, mais pour la France. Et. ouais, Enfin, et je me dis, ouais, bah, en fait, c'est une des meilleures façons de faire du cash et de lever de l'argent rapidement. Parce ouais. que tu vas voir les VC et tu leur Tu dis, leur dis bon, que bah ça a été voilà, prouvé il aux y a. US. Moi, Ouais, moi, j'ai compris les nuances en France. ouais. Je copie la même chose. J'ai la bonne équipe qui fait avec et tu l'es facilement. Je suis d'accord. Après, Écoute, peut-être qu'on invente sur le tas par derrière, tu vois. Mais je voulais juste je rappeler, pense qu'il y a une en adaptation qui France, se fait. Mais l'idéation, ouais. c'est vrai que le côté créatif est pas encore là, quoi. Genre, le fait de se poser, de se dire, j'ai remarqué un problème, et pas, tiens, il y a une autre boîte de l'autre côté de l'Atlantique qui a remarqué un problème et qui a développé une solution pour. Mais de dire, moi, je vais trouver un problème, moi, je vais développer une solution pour, elle va être unique. Et après, si par hasard, il y a un mec aux US qui fait la même chose, voilà, fine, Mhm. tu vois, on s'en fout. Mais moi, je connais plein de boîtes dans l'écosystème français qui sont idolâtrées par leur unicité, qui ont un storytelling qui est unique. Je connais les fondateurs, et les fondateurs, quand ils ont un verre dans le nez et qu'ils sont honnêtes, ils te disent non, mais en fait, j'étais en vacances avec des potes aux US, on a vu cette boîte, on s'est dit il faut faire la même chose en France. Ils sont revenus, ils ont passé 3-4 mois à voir si c'était faisable en France. Ils ont copycat et ça a fonctionné, tu vois. Après, il y a toute l'énergie, la force, la Mhm. compréhension qui a dû être mise. Donc, tu vois, quand je claque des doigts, ça paraît très hautain ce que je fais en mode ouais, on va le faire et ça va, tu vois, ça va se passer. Mais non, c'est pas le cas. Mais moi, j'en connais beaucoup qui, oui, dans le storytelling, c'est très innovant et in fine, c'est un copier-coller. Mais tu sais, c'est pas un vrai problème. Je pense que c'est un faux problème. Tu vois. Je me dis, si les mecs, ils y arrivent et qu'ils font des trucs très, très, très bons, fine, tu vois. Oui, bah, de toute Fine. façon, oui, ok, d'accord, mais à partir du moment où on a copié-collé toutes les idées américaines, qu'est-ce qui reste Ouais, et ça, c'est pas Enfin, faux. Qu'est-ce qui oui, reste? mais pareil que toi, je veux pas leur enlever du mérite. Je trouve que la démarche intellectuelle à l'origine, elle est. Bon, en fait, je sais pas s'il faut avoir du coup une démarche intellectuelle pour lancer une boîte. J'en doute en fait de plus en plus. Je pense pas du tout. Mais en tout cas, dans Mais leur cas, elle a été minime. Après, l'effort, il est gigantesque sans doute, puisque de toute façon, une fois que tu as l'idée et une fois que tu as commencé à trouver les premiers clients, etc., bah, c'est toujours la même il y a tout le rengaine, reste. Ouais, il y a tout le reste à c'est de faire et l'input. il faut bosser, quoi. Mais ouais, Mais mais oui, je sais je suis pas. d'accord. Et, Non, non, mais je ça suis se d'accord. concrétise toujours par un produit qui est en général plus médiocre qu'un produit. Enfin, c'est mon intuition, hein, je ne les ai pas tous testés, mais j'ai l'impression Ouais, que quand tu fais ça, en fait, à la fin, ton produit il est médiocre la plupart du temps. ouais. Bah, Il il n'y a faut pas que tu beaucoup arrives à être d'équipes qui savent unique, faire un quoi. produit en France. Ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Il y a beaucoup Ouais, de mec, bons j'ai eu ingénieurs un call français avec des avec produits. quelqu'un récemment qui m'a dit allez, si tu veux, je parle de ça, je fais un programme là qui s'appelle OnDeck, qui est un programme aux US qui est créé par Eric Thorenberg, qui est Mhm. un ancien first employee de chez Product Hunt, qui a ensuite un podcast qui s'appelle Village Global, qui est investisseur et qui a créé un programme online qui à la base n'était pas online, qui s'appelle OnDeck. En gros, il regroupe des cohortes chaque année d'entrepreneurs ou d'anciens employés ou de gens très ambitieux. Et l'objectif de cette cohorte, c'est pendant 2 mois de trouver un cofondateur ou de simplement lancer ta boîte. Et en gros, la punchline du truc, c'est on va t'aider à what's next, tu vois, à ta prochaine étape dans ta vie. Donc, imagine, tu étais Head of Growth chez Airbnb, tu as envie de te lancer dans la santé, mais
et tu veux accéder à un network de gens ambitieux qui ont, eux, peut-être des gens dans la santé qui sont en train de faire des boîtes ou qui ont déjà fait des boîtes, mais tu rentres à un deck et en fait, il est fort probable que tu rencontres les top A players dans ce domaine-là. Tu vois. Et du coup, bah, ça t'accélère ton parcours, tu vas peut-être trouver tes first employees, etc., etc., etc. Donc, je participe à ça. Et en fait, il y a une cohorte européenne qui est gérée par Erika, une ancienne employée de chez The Family. Et, euh, et du coup, je ne sais pas combien, on a une cinquantaine peut-être européens. Il y a 400 personnes dans ma cohorte, plus ou moins. Et il y a une cinquantaine qui sont européens. Mhm. Et en fait, dans le programme Index, le truc principal qui est dit, c'est tu n'auras comme output que l'input que tu mets. Donc, ça veut dire que tu n'auras comme résultat à ces 2 mois que l'énergie que tu mets. Donc, si tu ne mets pas d'énergie, tu n'auras pas de résultat. Plus tu mets de l'énergie, plus tu auras de résultats. Ça paraît bête comme concept, très simpliste, mais des fois, on l'oublie. Des fois, on accède à une formation, à un groupe privé, à plein d'autres choses, et on se dit, bah voilà, ça va me tomber droit dans la bouche. Là, c'est non, 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 non. Tu as payé, tu as été sélectionné, cool. Maintenant, bosse pour avoir l'outcome. Et c'est drôle parce que du coup, ils réinversent un peu le travail à effectuer. Ceci dit, eux, ils font un taf de ouf. L'équipe, elle est ouf. L'onboarding, il est dingue. Les mises en relation sont dingues. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, donc en gros, il y a un Slack avec un tas de channels publics. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de se présenter. Donc tout le monde se présente dans un channel. Donc il y a 400 présentations très complètes, très, 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 très bien faites. Et chaque semaine, presque une fois ou 2 fois par jour, il y a un événement auquel tu peux assister. Tu n'es pas obligé, tu peux y assister si tu veux. Il y a des icebreakers, il y a tout ce que tu veux. Tu as quand même 400 personnes à gérer. Soit. Et la première chose qui est dite aussi, c'est donc l'input dirige l'output. Et en plus de ça, tu dois faire l'effort de contacter en one-to-one les gens qui t'intéressent. Donc, si tu vois 400 présentations et que dans les 400 personnes, il y en a 10%, donc 40 qui t'intéressent, tu vas en one-to-one et tu leur demandes de faire un call dans la semaine. Et ensuite, c'est à travers ce call que des relations vont se créer, des choses vont Mhm. possiblement se faire. C'est drôle aussi parce qu'en général, quand tu rejoins une communauté, tous les gestionnaires de communauté, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les one-to-one. En fait, ce qu'ils ont envie que tu fasses, c'est que tu discutes en public pour montrer aux autres que tu participes. Et comme ça, il y a un effet de chacun participe et donc l'autre a envie de participer, ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire vivre sur Circle, sur la communauté Farmspot. Mais là, c'est inversé. Là, ils te disent, tu n'as pas besoin de participer au truc public. C'est pas là où tu vas avoir le plus de plus-value. Là où tu vas avoir le plus de plus-value, c'est dans les one-to-one avec les gens. Et du coup, 80% de la valeur qui est créée, elle est créée dans le Slack, dans la partie privée. En fait, tu ne le vois pas, en fait, mais c'est créé dans les one-to-one. Donc ça aussi, c'est retournement de la conception de qu'est-ce qu'une communauté, un network de gens quali. Tout ça pour dire quoi? C'est parce que du coup, j'ai fait pas mal de calls, j'ai fait une trentaine de calls. C'était un peu long ce que je suis en train C'était de compter. l'intro, ça. Ouais, j'ai fait une trentaine de calls avec des gens brillants, avec le head of growth de Superhuman, avec des gens qui sont en train de faire des boîtes de ouf. Vraiment, c'est incroyable les gens qui là-dessus. C'est vraiment, t'as une vraie sélection qui est faite à l'entrée. Ok. Et suite à tous ces calls, euh, je me rends compte que il y a des remarques, des choses qui ont été faites, pas que sur moi, même aussi sur d'autres personnes, pas sur moi en mode sur ma personne à moi, tu vois, même sur d'autres personnes qui sont de la cohorte européenne, euh, qui me disaient, mais tiens, c'est bizarre la perception que les Américains ont de nous, tu vois, de nous, Européens. Parce que même sur Twitter, des fois, tu as des mecs connus aux US qui savent même pas qu'on existe, quoi. J'ai l'impression, tu vois. Il a l'impression que tout est centré sur les US, que les top talents sont aux US, que le top capital est aux US, que tout se passe aux US. Et que genre, si t'es pas là-bas, tu miss something, tu es en train de rater un truc. En tout cas, dans le domaine de la tech et de l'entrepreneuriat. En tout cas, là-dedans. Et ce qui n'est pas vrai, je pense, mais ceci dit, enfin, on pourra en parler aussi. Et l'autre jour, j'ai eu un appel avec un VC français, mais qui est basé aux États-Unis. Et je lui raconte tout ça, tout ce que je viens de vous raconter. Ça a pris 30 minutes. Et du coup, il me dit, mais tu sais, mec, moi, je suis aux US depuis une dizaine d'années en tant que VC. Je le vois au quotidien. Euh, Pourquoi les mecs, ils restent casser le cul à considérer des gens qui sont pas sur la même time zone qu'eux, qui, selon eux, sont pas des top talents. Il m'a dit des mecs en growth chez eux, aux US,
Il m'a dit, ce qu'il m'a dit, pourquoi ils iraient chercher des mecs en growth en France, alors qu'aux US, ils ont 2, 3, 4 ans d'avance sur les skills et sur le knowledge de ce sujet-là, malgré Internet, malgré tout ce qu'on a envie de dire, ils sont quand même meilleurs que nous. Euh, Pourquoi ils iraient chercher en Europe alors que eux peuvent les avoir aux US sans la time zone, sans la barrière culturelle, sans la barrière de la langue. Culturelle, c'est le work ethic, c'est qu'est-ce que tu dois faire au travail. Tu sais, les Américains ne bossent pas de la même façon que nous. Donc pourquoi ils rajouteraient des barrières alors que les talents sont chez eux? Et puis il me disait, il y a quelqu'un qui m'a sorti l'argument du salaire. En mode, oui, mais en France, tu as un mec, tu as un ingé 3 fois moins cher qu'à San Francisco. Il me fait, oui, mais ça, qu'est-ce que c'est d'avoir un mec 3 fois moins cher alors qu'en prenant un mec à San Francisco, je peux aller 3 fois plus vite. Tu vois. Il m'a dit, je m'en fous d'avoir un mec 3 fois moins cher en France. Je préfère payer un mec 3 fois plus cher à San Francisco, mais accélérer 3 fois plus vite et grossir 3 fois plus vite. Tu vois. Et il m'a dit, les Américains, quand tu leur racontes ça, pour eux, genre, tu vois, la différence de salaire, c'est pas un argument. Il dit, ils s'en foutent de payer les mecs des 100K, 150K, 200K, 400K par an. Parce que de toute façon, grâce à ces mecs-là, ils vont aller 10 fois plus vite. Tu vois. Et, Makes euh, sense. et il me dit, c'est pas un argument, quoi. Parce que même ici en France, des fois, dans l'écosystème, j'entends des gens dire ça, tu vois. Et le mec il me dit, ça, c'est pas du tout un argument pour eux. Genre, ils le considèrent même pas, tu vois. Et je l'ai vu, hein, moi je l'ai vu quand j'ai dû. Alors, le problème de time zone, on en parle du remote avec les US. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah, maintenant, avec le coronavirus, avec le remote, c'est cool. Il y a les US qui vont pouvoir payer moins cher des gens en Europe. Et les gens en Europe, in fine, seront quand même mieux payés que si c'était en Europe. Genre, tu vois, un Mhm. ingé qui normalement est payé, un dev qui est payé, je sais pas, 80K, s'il se fait ailleurs par une boîte new-yorkaise, il sera payé 100K, 150K. Tu vois. Il sera mieux payé. Et la boîte aux US, elle paiera quand même moins cher son dev parce que payer 100K un dev, c'est moins que payer 250K un dev à New York. Tu vois. Et il y a le problème de time zone. C'est hyper relou les problèmes de time zone. Moi, je l'ai vu avec OnDeck. La plupart des types, ils ne s'adaptent pas à toi. Tu dois t'adapter. Et moi, du coup, des fois, bah, je dois faire des calls soit très, 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 très tôt le matin ou soit après 23 heures. Quoi. Et c'est un vrai problème. Et ça c'est juste un problème dans l'équation. Tu vois. Oui, problème physique. Et je sais, alors, je parle de tout ça, ça n'a rien à voir avec le sujet principal qui est celui du. Enfin, si, Pourquoi ça il a n'y à a pas voir des en beaux. fait. Enfin, si, si, Ouais, si. oui, si, ça a à voir en fait. Et Donc, cependant, déjà, il y a tout moi, ça. il y a un truc que je voudrais quand même rajouter. Je remarque de plus en plus de boîtes aux US qui se lancent où il y a un ingénieur, maximum deux, et pourtant qui sortent des produits à tomber par terre. Et à mon avis, il y a une espèce de. Il y a une carte qui se refile, là. Ils se refilent le bon plan à Alors, tous il et m'a dit ils ont la même trouvé un chose. truc. Voilà, alors il m'a dit ça. Il m'a dit, eux, ils ont les playbooks aussi, tu vois. Quand tu as les bons entrepreneurs qui sont dans les bonnes structures, tu vois, tu l'as le playbook, tu sais comment il faut exécuter, tu vois. Et donc, tout ce qu'il te faut, c'est les bons pions dans ton playbook. Donc, il faut les bons employés. Donc, encore une fois, pourquoi ils iraient chercher des mecs en France alors qu'ils peuvent avoir des mecs 3 fois moins chers, plus chers aux US, mais qui sont là, qui bossent mieux que nous, qui sont plus compétents que nous, et dans tous les cas, le playbook, ils l'ont. Donc, en fait, le chemin n'est pas un problème. Le chemin, il est déjà débroussaillé, tu vois, il me dit. Et tout ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes troupes, la bonne cavalerie, et on y va. Tu vois. On n'a pas besoin d'essayer d'enlever des herbes sur la route, quoi. Tu vois. Alors que nous, on enlève encore des herbes sur la route. Tu vois. Et, euh, Et et euh, nous serions les mauvaises herbes dont on dit ça, c'est ça? non, mais non. Non, mais enfin, c'est pas cool parce qu'on vient de parler de tout ça, mais en même temps, on dénigre un peu. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, mais qui n'est pas une excuse. Tu sais, des fois, il y a les faits, ils sont là. Je pense qu'il y a une réalité, mais c'est pas une excuse pour pas faire des très belles boîtes en France et en Europe. D'ailleurs, il y a quand même des très belles boîtes en Oui, France et oui, en il y en a, Europe. il y en a. Il y a des boîtes, par exemple, qui sont adaptées que à l'écosystème, à la structuration légale, à la structuration administrative, à la culture, à la façon de travailler, Tu te et rends qui compte de du ce que tu coup, viens de dire là? C'est-à-dire que c'est-à-dire, quelque part, la seule possibilité pour un Français de faire une belle boîte, c'est mais grâce non, à non, l'administration non, et à non, la barrière non, mais légale je à dis qu'il y a des l'entrée. très belles boîtes qui se créent, qui sont faites, qui en fait ne pourraient pas, ne sont pas du tout les mêmes aux US et ne- on n'aurait pas pu s'en inspirer aux US parce qu'en fait elles sont par essence faites pour nous, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a des très belles boîtes qui peuvent être faites. Et puis on a des exceptions, tu vois. Enfin, j'en ai cité une tout à l'heure comme Zenly, mais il y en a plein d'autres, tu vois.
Mais ouais, Vas-y, mais voilà. parle d'un sujet concret là. C'est ton tour. Euh, ouais. Ben, je vais vous parler d'une Rapidos. boîte. Bah, ça va pas être rapide. Enfin, on va voir. C'est une Rapide. boîte aux US. C'est une boîte aux US pour le coup. Désolé encore une fois. C'est une boîte aux US que j'ai découvert récemment, qui m'a un peu fasciné parce que j'ai parlé avec quelqu'un il y a un an, quelqu'un qui a eu exactement ce problème-là, mais dans l'autre côté du sexe, et je vais vous en parler. En gros, cette boîte s'appelle Give Legacy. Tu peux aller sur les sites internet si tu veux, Jivelegacy, Give Legacy. Mhm. Give Legacy est une boîte qui aide les hommes à cryogéniser leur sperme. C'est une boîte pour quelques chiffres qui a levé 4,5 millions et qui a été créée en 2019. C'est les fondateurs, je crois que c'est des Berkeley ou des Harvard, je ne suis pas sûr. Et en gros, ils font quoi? Pour un abonnement mensuel, pour un one-time fee plus abonnement mensuel, ils t'envoient une petite box chez toi où tu fais ton affaire, tu lui envoies du sperme, il le cryogénise, tu payes un abonnement mensuel pour qu'il puisse le stocker en bonnes conditions. En plus de ça, il faut une analyse de ton sperme, donc il t'envoie un peu c'est quoi la situation de santé de ton sperme, parce qu'il a une fiche santé. Et tu peux à tout moment le réquisitionner pour aller faire je ne sais pas si on dit de l'in vitro, je ne sais pas exactement quoi, mais pour aller Et ça travailler se avec, base sur quoi. quoi? C'est quoi le principe de base? C'est de dire que Le principe de il vaut base, c'est de mieux dire que... cryogéniser son sperme le plus vite Alors, non, possible? non, pas vraiment. Le principe de base, c'est de dire que euh, culturellement, le monde, il avance dans un sens où on est de plus en plus stressé, on mange de moins en moins bien, on a un style de vie de merde, ce qui fait que La qualité? je ne sais pas si c'est vrai, mais la qualité de notre sperme, sa viabilité, elle diminue chaque année. Et de ce fait, il y a des personnes qui, parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants, ils préfèrent très très jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est très jeune pour vous, mais très jeune, euh, le congeler pour qu'il garde ses vertus et pouvoir le réutiliser dans le futur. Donc ça se fait depuis longtemps, ce genre de choses. Je veux dire, vous avez peut-être eu un pote, vous avez déjà entendu l'expérience de quelqu'un qui va soit de le faire analyser, soit de le faire stocker quelque part pour l'utiliser plus tard. Ouais, Il moi j'ai existe plutôt plein de entendu les solutions. affaires de donneur, ouais. Ouais, ouais, aussi donneur. Et en fait, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire que si tu veux, en temps normal, si tu veux faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un rendez-vous, tu arrives dans une espèce de clinique où tu as des infirmières et un médecin qui te fait rentrer dans une petite pièce sombre. Dans la pièce sombre, on te donne un petit pot et te demande de faire ton affaire. Dans la petite pièce sombre, il y a un magazine porno ou une télé qui fait tourner un film porno. Tu fais ton affaire, tu sors et tu donnes la petite boîte à la madame. Horrible comme expérience. Personne a envie de faire ça. Enfin, il doit y avoir des gens qui ont envie de faire ça, mais personne de normal a envie de faire ça. Et du coup, ils se sont dit, on va rendre ça plus éducatif, plus simple, plus discret. On va le faire en direct au consumer, en ligne. On va t'envoyer une boîte où tu peux faire ça, tu peux faire ton truc chez toi. Tu vas recevoir un colis neutre. On va pas remarquer que c'est fait pour ça. Et en gros, ils sont en train de faire la même chose que Charles.co fait en France avec le Viagra. Charles.co est une boîte française où tu peux commander du Viagra de façon mensuelle ou en one time. Et en fait, tu reçois une consultation en ligne d'un médecin de façon anonyme. Et en plus de ça, tu reçois une boîte neutre chez toi de Viagra tous les mois Fonctionne bien? ou quand tu veux. Ça fonctionne super bien. Ils ont une croissance de porc. Testé et approuvé? Je n'ai pas testé, mais ils ont une croissance de porc et tout se passe bien et c'est une très belle boîte. Charles avec un S à la fin, point .co. Soit, Give Legacy fait ça pour les hommes. Et j'ai fait quelques calculs. Je me suis dit, tiens, il faut combien pour qui c'est quoi le modèle économique de cette boîte? Donc, en gros, elle a trois plans en one time fee. Ça commence à 195 $ et ça finit. Et le dernier plan, il a 4 000 $ que tu payes en une fois. Et ensuite, tu payes entre 100 et 120 $ par mois pour le faire stocker. Donc, en C'est gros, s'ils veulent faire c'est 1 de l'offre. million par an, s'ils veulent faire 1 million par an de dollars, il faut plus ou moins 8 000 clients, quoi. Ce qui est largement faisable, je pense. Genre easy peasy, quoi. Attends, tu les Euh, connais un peu ou pas?
Non, je les suis sur Twitter, LinkedIn, etc. J'ai Donc lu tu des sais pas trucs sur eux, quel est le mais... profil type d'homme qui cryogénise son sperme? J'aimerais bien savoir ce que c'est. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait. Ok. Et après, je vais parler d'autres choses. Donc, j'ai des potes qui l'ont fait, jeunes start-upers, hyper dynamiques, qui a été éduqué. Il faut être éduqué un minimum. C'est-à-dire qu'on doit t'expliquer que ton train de vie va faire en sorte que ton train de vie dégueulasse, très intense, mal foutu, va faire en sorte qu'à 35-40 ans, il y a beaucoup de choses que ton sperme soit plus fertile. Et donc, en fait, il a été éduqué. Et pour quelques centaines d'euros, il a pu aller faire cette chose en France avec cette expérience qui était dégueulasse. Et, euh, et donc, ouais, je pense que ces personnes très dynamiques soit c'est déjà qu'il y a des problèmes de ce type-là dans sa famille, soit est juste éduqué et sait que ça peut être un vrai problème et qu'il a envie d'avoir des enfants dans le futur, quoi. Donc le jeune cadre dynamique qui met entre Ouais, parenthèses sa vie parfait. pour travailler, Parfait. quoi. Ouais, le Ok. consultant, le machin, ouais, je pense que c'est clairement ça, quoi. Et du coup, donc énorme marché là-dessus. Il y a une boîte au UK qui fait ça en mode propre, direct au consumer, une vraie expérience. J'ai pas vu de boîte qui fait ça en France de cette façon-là, de cette façon propre. Je l'ai pas vu. Euh, et moi, en fait, je pensais à autre chose. Enfin, pour le coup, j'ai aussi une autre expérience avec une personne qui m'a raconté l'expérience côté femme. Parce qu'en gros, chez les femmes, tu peux également congeler tes ovules. Mais l'expérience est encore pire que pour les hommes. Pour les hommes, ce n'est qu'un rendez-vous. Tu vas, tu fais ton truc, tu donnes le petit pot, tu te barres. Pour les femmes, déjà, tu peux pas le faire en France. Je crois que c'est illégal. Donc, la personne a dû aller en Espagne. Euh, je crois que c'est en Espagne qu'elle a dû aller. Il n'y a pas de documentation. Il y a des vendeurs de services. Ça coûte un pont. Pour les hommes, en France, ça coûte quelques centaines d'euros. Pour les femmes, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Je crois que la personne avait dépensé presque 5000 balles pour le faire. Euh, ça fait mal. Il y a un nombre incalculable de rendez-vous à avoir avec psy, gynéco, médecin. Et du coup, comme je disais, il n'y a pas une roadmap toute faite. Genre, il n'y a pas un guide Google. Tu veux congeler tes ovules? Step 1, step 2, step 4, tu vois, step 3. Il y a pas ça, quoi, tu vois. Et genre, des steps bien ficelés avec une vraie expérience, quoi. Et du coup, avec la personne, on parlait, on se disait, tiens, il y a de la place pour une boîte qui ferait un service, ou même juste une personne qui a vécu une fois l'expérience, qui se dit, bah, tu sais quoi, je vais faire en sorte que la roadmap pour aller congeler ses ovules, elle soit super clean. Et donc, je vais m'associer avec des partenaires. Je vais m'occuper, par exemple, des billets d'avion pour aller en Espagne. Tu vois, genre, vraiment, je vais rendre ça tout smooth pour la personne. Je vais avoir les prix les plus compétitifs et essayer de se placer numéro un sur ce sujet-là. Tu vois, ça se fait, hein, ça se fait dans plein de sujets. Ça se fait dans l'implémentation capillaire, ça se fait dans tu sais, faire une partie de son corps, son nez, ses seins, tu vois, en Turquie, en Tunisie, je sais pas quoi. Tu sais, il y a des agences, tu vois, qui s'occupent de tout ça. Mais Le la personne tourisme avait, médical, ouais. c'est ça, le tourisme médical, et elle n'avait pas découvert une agence qui s'occupait de ça pour les femmes, tu vois. Et, euh, et donc, C'est voilà. incroyable. Et Je suis en train de regarder le site là. Vas-y, termine. de quoi? Give Legacy? Ouais, Legacy? c'est pas Ouais, mal. c'est incroyablement bien fait. Moi, j'aime bien la partie team, où en gros, ils ont mis une photo d'eux quand ils étaient plus jeunes et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, non, voilà. Alors, je parlais de ça et en même temps, j'ai découvert récemment que Twitch, donc la boîte Twitch, l'entreprise Twitch, Offrez euh, ça aux pro- employés? offre ça aux employés. Ah, Tu savais aussi? non, non, j'ai Ah, deviné. ok. Ils offrent ça aux employés et en gros, ça coûte 40 000 balles aux US, hommes et femmes, à faire. Et Twitch endosse toute la somme et propose ça à ses employés. Donc non Parce que, seulement, mesdames et messieurs, nous vous offrons une PlayStation et une table de ping-pong, mais en plus, nous donc, cryogénisons on se permet vos ovules pour vous et Comme votre ça, vous pouvez femme. vraiment dédier 100% de votre Ah, vie à mais nous attends, maintenant. mais ça c'est un perks. C'est un perks Ouais. d'entreprise. C'est de se dire, en fait, non seulement je t'offre la mutuelle, Alan, non seulement je t'offre ça, mais en plus je t'offre aussi le fait que tu peux conserver ce qui est essentiel et du coup te dédier à ta vraie passion qui est celle de bosser chez nous. Ça change les Mais tickets voilà. resto, hein. Quand Chose, c'est qui reste ça. quand je pense aux tickets resto qui ont déjà mis du temps à arriver dans la plupart des startups, alors là,
Non, Grave. mais c'est une belle boîte. Je regarde aussi un petit j'ai vite regardé la présentation du produit, ça a l'air assez je sais pas si c'est vraiment ce que tu reçois, il faudrait peut-être le commander juste pour tester, hein. Mais mais ça a l'air assez la barrière à l'entrée d'un point de vue tech, ça a l'air assez élevé. Ouais, Peut-être je qu'il y a moyen pense de passer que par des services, alors je pense que derrière. c'est ça. Je pense que tu dois te maquiller avec un centre qui fait déjà ça. Mmh. Je suppose que déjà, il faut certainement avoir des autorisations, ça se met, il faut, tu sais, les conneries en France qu'on doit avoir, qui est en mode comme chez les avocats, tu vois. Genre, si tu veux faire une boîte qui peut faire des process qu'un avocat fait, ben, il faut avoir un avocat dans la team fondatrice. Je sais pas si tu savais ça, par exemple en France. Je ne connais pas. Genre de conneries à la con. C'est bon, on a la même chose en France, tu vois, par rapport aux médecins. Et, euh, et, euh, Il faut un homme de et, paille, quoi. Ouais, enfin, je suis sûr, il y a des trucs. Je suis sûr que tu dois te maquiller avec une clinique en France. Il faudrait genre se maquiller avec une clinique et dire bah, les 1000 premiers éprouvettes, on va les faire avec vous. Tu vois, mais même, je pense que même au niveau processus, c'est malin de faire ça. Comme ça, tu fais faire les analyses par la clinique. Enfin, tu t'occupes pas de ce genre de choses, quoi. Toi, tu t'occupes de la distrib, de la relation entre les deux et, euh, Et et tu t'imagines commences un comme petit ça. peu, moi je pense que j'arriverai pas à dormir la nuit. T'as un bug, t'as des dizaines et des centaines de descendants là, qui meurent dans ton armoire frigorifique. Non, 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 c'est un beau Ouais, mais business. je crois que c'est vieux comme c'est Ouais, vieux ce truc-là, tu ouais. vois. Donc je suppose que ça va être sécurisé. Enfin, il va y avoir des trucs, tu vois. On s'y connaît pas, mais il doit y avoir des trucs. Mais bon. Mais, euh, Mais en tout cas, mais enfin, le price tag, il est assez élevé, je trouve. C'est vraiment étonnant. Enfin, bah, moi étonnant et en pas. même temps, Moi pas, moi hein. je Puis c'est quand payerais même. pas là maintenant 5000 balles pour un lifetime storage de mon sperme. Je paierais pas 5000 balles, mais tu vois, je me dis, je paierais bien 100 balles pendant genre 3 4 ans ce qui revient même, hein, si on fait le Hmm. calcul. Euh, Au cas où, pour quoi. Ouais. au cas où, tu vois. Au cas Ouais, où, ça se met. peut-être comme une assurance, ouais, je le verrais. Enfin oui, du coup, Ouais, c'est tout le principe du c'est machin, ça. mais Exactement. ouais, peut-être que je suis Exactement. pas assez projeté dans l'avenir pour me dire que ça sera peut-être utile un jour. Alors, je pense aussi qu'on n'est pas assez éduqué. Bien sûr, C'est-à-dire, ouais. tu vois, quelles sont quelle est la diminution de la chance d'avoir un sperme fertile plus les années avancent. J'ai pas les chiffres sous les yeux, je me suis pas documenté. J'aurais peut-être dû, tu vois, justement. Mais je pense que parce qu'il y a un vrai marché, quoi. C'est pas un petit truc, quoi. Donc voilà. Juste, je trouve cette boîte assez cool. Leur site est cool. La team, elle est intéressante. Euh, Comment ils ont structuré la team, c'est assez intéressant. C'est quoi? Bah, juste, tu iras voir les profils des gens et ça, c'est assez intéressant. Et même la façon, le branding qu'ils ont créé. En fait, il y a une question d'assurance et de branding derrière tout ça qui est très, très, très bien faite. C'est pas la clinique croix verte, du blanc sur du bleu, où tu connais personne. Oui, oui, ok, Et d'accord, tu ouais. vois, c'est Le voilà. branding, ok, d'accord, je vois. C'est un branding qui est vraiment start-upper, là, je suis en train de regarder. Ouais, Euh, ouais, le start-upper open-minded qui voit qui est relax, quoi. Vraiment, tu pourrais mettre une musique de Lofi en arrière-plan sur le site web, ça passerait. exactement. Tandis Exactement. que c'est pas Exactement. une musique de salle d'attente, quoi, c'est ça. Et- Exactement. Et ouais. Et je crois que dans le site, alors si je me souviens bien, j'avais vu ça il y a un mois, mais ils montrent là où ils vont ouvrir. Je sais pas si c'est toujours disponible, sinon je pourrais vous le dire. C'est euh, non, je crois pas qu'ils le montrent maintenant. Je crois qu'ils l'ont enlevé, mais en gros ils montraient où ils allaient ouvrir. Ils allaient ouvrir à Londres, en Israël et il y avait un pays, je crois que c'était en Italie, un truc comme ça. Donc ils ont une vraie stratégie d'expansion. Ils veulent rentrer en Europe, quoi. Euh, Alors que, parce que pour le Mais moment, en fait, je voulais commander et c'était pas disponible. Et, ouais, je euh, vois. Pour le moment, ils sont et, toujours que aux États-Unis, ils disent en footer. Mais, mais je me demande quel est le marché, la taille. Enfin, tu as des données là-dessus ou pas? Parce que du coup, c'est non. un marché qui n'a pas été très exploré jusqu'à présent. J'imagine qu'il va grandir avec le temps. Donc, c'est un marché qui grandit, qui va peut-être fois x2, fois 3 dans les 2, 3 prochaines années. Mais enfin, c'est quoi la stratégie long terme, quoi? Ouais, c'est une bonne question. En fait, Écoute. peut-être que ça, c'est une erreur de ma part. J'ai l'impression que toute personne qui lance une boîte la lance en se disant, OK, ça pourrait être racheté par telle ou telle boîte.
Il y a beaucoup de personnes Donc qui du pensent coup, comme ça. dans leur cas, j'imagine que c'est une big pharma qui va les racheter si un jour ils doivent être Ouais, rachetés, quoi. je pense. Ou Je pense. Amazon. Pourquoi pas Rigole pas, Amazon? mec. Hein. Amazon, Ouais, Amazon, là, ils deviennent ouf. Hein. ouais. Ils deviennent ouf, Amazon. Moi, je voulais te parler d'un autre truc, si t'as fini Vas-y. là-dessus. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je vais te parler d'une PropTech qui s'appelle Atmos. C'est buildatmos.com. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, vite fait? Ça me dit quelque chose, mais Je t'en ai déjà je... parlé. Tu m'avais dit, ouais, vas-y, parle-en dans l'épisode, ça va être trop bien. C'était au tout début. Donc, c'est une PropTech, donc c'est une boîte, en fait, une plateforme lancée cette année, en 2020, aux États-Unis, qui agit en fait comme un concierge, mais concierge plus, pour toute personne qui passe par le processus de construire une maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils se mettent entre l'acheteur qui cherche une maison et l'architecte, le builder, le designer et tous les autres métiers spécifiques qui viennent se brancher sur la construction, le gros œuvre, Ok. les châssis, etc. Bref. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une expérience qui est absolument génialissime pour l'utilisateur. Ils te permettent, un, de trouver un terrain, parce qu'ils ont une base de données avec tous les terrains qui sont à vendre. Deux, de choisir le style de maison que tu veux. Trois, de choisir le revêtement, intérieur, extérieur, la taille, la superficie, tout. Et puis ensuite, euh, tout, tout le processus de construction de ta maison ne passe pas par l'entrepreneur qui te téléphone pour te dire qu'il y a une merde, ou bien alors par l'architecte qui dit bah, finalement j'ai fait un mur arrondi au lieu de le faire rectangulaire, enfin au lieu de le faire rectiligne. Tout passe par eux. Donc en gros, ils disent bah, nous, ça va aller beaucoup plus vite. En moyenne, ça prend 12 mois de construire une maison aux États-Unis. Avec nous, ça en prend 9. Il n'y a pas de frais cachés. Tout est centralisé sur l'application. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de happer tout le marché des mecs qui construisent aujourd'hui des maisons clés sur porte, etc. Et en unifiant l'expérience. Et ça fait partie d'une grande tendance que je remarque de plus en plus dans la société, notamment avec les plateformes, etc., l'avènement des plateformes. C'est l'espèce, je ne sais pas si c'est un mot français de dire ça, agnostisation. En gros, on est de plus en plus agnostique sur Agnostique. Ouais. qui construit la maison, qui rend tel service ou tel service. Par contre, on trust à mort la brand, la plateforme qui fait l'intermédiaire entre les deux. Donc en gros, Ouais. moi, si j'étais aux États-Unis et que je voulais faire construire une maison, bah là, j'aurais le choix. Soit je passe par mon architecte que je dégote, soit je passe par mon entrepreneur et pour trouver un bon entrepreneur, c'est hyper difficile. Donc, il n'y a pas d'entrepreneur qui est pré-vited, qui est disponible comme ça. Et puis ensuite, pareil pour le design intérieur, extérieur, patati patata. Mais attends, aujourd'hui, quand tu veux faire, j'y connais rien en construction de maison, j'ai jamais fait construire de maison, mais j'ai toujours eu l'impression que si tu voulais faire construire une maison aujourd'hui, tu allais voir une société qui construit ta maison de A à Z, quoi. Elle Oui, oui, t'envoie un oui, ok, commercial avec d'accord. qui tu négocies, tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, et lui, il internalise tout. Non? C'est pas le cas? Ouais, lui, il internalise tout, mais en fait si tu réfléchis un peu, la plupart du temps, quand tu veux faire construire une maison, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches d'abord un terrain. Donc, tu cherches un terrain dans une région qui te plaît. Et puis ensuite, tu achètes ce terrain-là. Et puis ensuite, tu vas trouver des entrepreneurs en bâtiment qui se maquent avec des architectes, ou tu vas trouver ton architecte qui se maque avec un entrepreneur en bâtiment, qui Ok. construit ta maison pour toi, telle que tu l'as dessinée, telle que tu l'as imaginée, tel que les plans ont été faits. Le deuxième scénario, c'est que tu trouves un terrain qui est à vendre, mais qui est déjà vendu par un entrepreneur en bâtiment, type, je ne sais pas si tu connais en Belgique, là, Thomas et Piron, etc. Enfin, Ok. des immondices construites clé sur porte pour les gens qui n'ont pas de goût, et avec des petites fenêtres, Les bâtards. ou des trucs faussement modernes. Enfin bon, bref, c'est une horreur. Mais ça, c'est mes goûts perso. Et du coup, tu achètes le terrain et tu achètes en même temps la maison qui va être construite dessus. Et tu as un petit choix. Tu peux choisir quel type de maison. Tu veux la brique rouge ou tu veux la brique blanche, tu vois, ce genre de truc. Tu veux Ok. un toit, tu veux un sol chauffé. Et en gros, c'est des petits trucs qui se rajoutent et des frais, etc. Mais eux, en fait, ils inversent. Enfin, ils prennent tout ce monde-là de court puisqu'ils disent OK, via notre plateforme, vous allez trouver votre terrain. Vous allez choisir parmi X dizaines Ok, d'entrepreneurs qui mais sont d'accord. les prestataires et les entrepreneurs, etc., les designers, etc., c'est pas eux, c'est pas les employés d'Atmos, c'est Non, les non, 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 ouais. prestats d'Atmos, quoi. C'est ça. C'est des prestats qui ont Ok. été pre-vetted par Atmos et qui Ok. ont une expertise. Alors, ils Ouais, disent tous les c'est critères drôle de parce que sélection. tu parles de ça parce que je suis coach chez Live Mentor et j'ai un élève qui fait ça. Il est frontière suisse et en fait, il met en relation des clients avec lui sa palette de prestataires. Donc, il a des archis, il a des menuisiers, il a plein de personnes. Et en gros, quelqu'un vient le trouver, il lui dit, je veux refaire toute ma, je sais pas moi, je veux faire tout
tout mon salon et ma cuisine et le plafond. Elle lui dit, bah, moi, j'ai Paul architecte, Jean menuisier, je te les envoie chez toi. Et lui, en échange, il prend une commission, quoi. Bah, alors, c'est très, très trivial, Pour le très coup, c'est du service service. Ouais. classique, ouais. Mais c'est drôle parce qu'il fait ça. Et Ok, là, les mecs de Build Atmos, eh ben, ils ont tout centralisé sur un produit digital qui gère la relation et, de day one jusqu'au jour où tu as les clés dans la maison. Et c'est ok, génial parce qu'en plus, ils proposent plein d'autres services additionnels, comme par exemple le financement. ok. Et c'est quoi l'avantage pour le prestataire, genre les designers, etc., de passer par Atmos? Mais c'est d'avoir du flux client, Ok, vu que c'est c'est eux qui d'avoir. ont les clients, tu vois. Donc en gros, ils ont, Ok, ils ont du deal flow. ok, et ok, Alors, par ok. contre, j'ai cherché un peu sur la plateforme. Ils sont un peu relous vu qu'ils viennent de se lancer. Ils demandent plein d'informations, genre type numéro de téléphone, etc. Donc, j'ai pas poussé le vice jusqu'à commander ma maison et puis annuler à la dernière minute. Parce qu'ils demandaient mon numéro de téléphone et je me dis, ils vont voir, c'est un numéro français, enfin, ça va, je sais pas, j'ai pas envie de faire chier leur process en interne. Et ça, j'ai pas envie non plus de donner mon numéro de téléphone parce que je suis chiant. Et donc, je ne sais pas comment ils se rémunèrent, mais probablement qu'ils prennent un fee, comme toutes ces boîtes-là, sur la prestation de service, mais en fait, de l'architecte et du prestataire de services de construction en bâtiment, etc. Et je trouve ça pas mal. Alors, ils ont levé 4 millions d'euros. Il y a 4 cofondateurs. Et ça, je Ok. trouvais ça. Enfin, pour le coup, je trouve ça original. En général, j'aime pas les. Déjà, je suis plutôt solo founder, mais en plus, dès qu'il y a plus de 2 personnes, je pense que c'est droit dans le mur. En général, je pense ça. Mais là, ça a l'air de bien tourner pour eux. Ils font partie de la Gen Z Mafia, je pense. Je sais pas si tu vois ce que c'est là. C'est vrai? Ouais, C'est des GZ Mafia, ok. ouais, je pense. Tu veux Et parler de la GZ Mafia? après, on peut en parler. Ok. Et du coup, ils ont aussi pris des investisseurs, un groupe de TikTok influenceurs comme investisseurs. Et je trouvais ça marrant. Why not? Et donc voilà, je trouve ça pas mal. Cette espèce de concierge amélioré qui gère toutes tes Ouais. relations dans la construction de ta baraque, ça a du sens pour moi. Je vois bien un acteur aussi en France, en Europe, faire la même chose pour le coup. Ah oui, ils ont 15 ans, les mecs, hein. Je vois leurs photos là. Ouais, ils sont Ils ont très, 12 très, ans, très, c'est quoi? très jeunes. Ouais. Ouais, GZ Mafia, quoi. Ok, ok. Non, super intéressant. Dans la PropTech, j'ai quelques boîtes ici en France qui sont en train d'exploser. Je t'en ai déjà parlé. Euh, mais c'est assez intéressant. Il y a un article sur eux sur TechCrunch, il faudrait que je le lise pour avoir des détails sur le business model parce que j'aimerais savoir exactement où ils captent la valeur monétaire. Tu vois, c'est qui paye quoi exactement à qui et comment ils vont passer de 1000 à 1 million, ainsi de suite. Donc, il faudrait que je me Et au renseigne début, tu vois, là-dessus. ce qui est marrant, c'est que j'ai lu du coup dans leur article qu'ils sont actifs que dans certaines régions aux États-Unis. C'est Donc en classique, gros, ça. ouais, Classique des boîtes US, ça. c'est pas genre, ok, on va agrémenter, on va agglomérer toute la data qui est disponible sur le marché, on va faire directement tout. Non, là, ils y vont vraiment et très quali au début, à mon avis. Ouais, mais ça, c'est le classique US. C'est tellement grand les US que tu es obligé d'aller par région, quoi. Et tu peux te permettre parce qu'en fait, tu sais, on dit ici, on lance en France et puis on ouvre à Londres et puis on ouvre en Allemagne. Et là-bas, ils disent non, on ouvre un endroit, enfin une région, puis on ouvre une autre. Et en fait, on a une vingtaine à ouvrir et on a de quoi faire pendant les 15 prochaines années, quoi. Hmm. Donc ouais. Ok, ok, ok. Et puis je crois que c'est adapté à leur modèle, quoi, parce qu'au début, tu dois rencontrer les propriétaires, etc. Donc, c'est normal. Ok, cool, 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 cool. Tu voulais Tu parler de pourrais, la Gen Z Mafia? ouais, mais juste, tu pourrais faire ce genre de boîte, toi? T'aimerais bien faire un Atmos? Alors, alors, du coup, j'en ai parlé déjà dans le podcast. Je pense que je sais pas si finalement j'en avais parlé ou pas dans le podcast, mais je suis en train de lire un livre qui Oui, s'appelle. et d'ailleurs, j'ai oublié, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de ça. Donc, vas-y, attends, il faut qu'on en parle. T'as Je fait. termine Attends, vite. Je suis en train de vas-y, lire un vas-y, livre vas-y. qui s'appelle Ayn Rand, Atlas Shrugged. Euh, et en fait, c'est C'est quoi le titre en français? Parce que j'ai pas je trop connais pas compris. le titre en français. Ok, Je sais pas. Mais Ayn Rand, ok, c'est une autrice très connue aux États-Unis, libertarienne. ok, Vraiment, vraiment incroyable. Pour elle, l'héros salvateur du monde, c'est l'entrepreneur. ok, Bref, dans ce livre-là, il y a plusieurs acteurs et ils font tous des trucs. Ils construisent tous des trucs physiques, tu vois. Vu que ça a été écrit au XXe siècle, il n'y avait pas encore énormément de. Enfin, je suppose que même d'ailleurs à son époque, je sais pas, je pense que le livre est sorti dans les années
50, mais je suis pas sûr, 30 ou 50, bref, il y avait pas encore les ordinateurs, et cetera. Bref, en gros, elle met en valeur des gens qui construisent des choses, tu vois? Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément et je suis en train de réfléchir à tout ça pour le moment, tu vois? Donc j'adore tout ce qui est software, et cetera, mais il y a une partie de moi qui adorerait aussi voir des trucs se construire, tu vois? Être un Ça, builder, c'est être un ça, c'est bâtisseur. intéressant, cette remarque, parce que... Et donc, juste pour Vas-y. terminer, Atmos, ça me plairait parce que ce serait quelque chose qui est très proche, en fait, de ça. Voilà, c'est juste ça. Ok. Vu que tu es la personne qui aide à construire, d'ailleurs, je t'ai envoyé d'autres liens, je en parlerai dans un autre podcast, de petites maisons en kit préfabriqué, et cetera, que tu Ouais. peux construire, et cetera. Je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien le côté les mains dans la boue, quoi, dans le Ouais, cambouis ouais. et ça construit. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi je suis très tech, software. Euh, En fait, je pense de façon très simple. Je me dis, pourquoi me casser le cul à rencontrer des clients, à faire des choses où il y a du mouvement d'être humain, ce genre de choses, et de machines et de Oui, il tout ce faut qui suer. s'ensuit, alors où il faut suer, alors que derrière mon ordi, je peux produire des lignes de code qui sont utilisées par 10, 1 million, 100 millions de personnes, et la même ligne de code me rapporte de plus en plus d'argent. Alors, théoriquement, évidemment, parce qu'il y a des nuances à ça. Mais tu vois, c'est vachement plus simple, c'est vachement plus scalable. Voilà. Et, euh, et en contrepartie, je me dis, j'ai envie, une fois dans ma vie, peut-être quand je serai plus vieux, j'ai envie de consommer un produit que j'ai moi-même créé. Par exemple, quelque chose que j'ai vraiment envie, mais genre c'est un fantasme, mais j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir des restaurants. Mhm. Je sais que les restaurants, c'est un business horrible, la restauration. Quand il est très bien fait, c'est exceptionnel, mais il peut être très vite mal fait, et ça peut vite devenir un boulet au pied, la restauration. Et j'ai envie, moi, un jour, moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est une pizzeria. J'ai envie d'avoir une pizzeria. Et enfin bon, je suis fan des pizzas, j'ai envie d'avoir une pizzeria. Et j'ai un pote qui bosse qui est un des cofondateurs de la Growth Tribe, Ah oui, qui est, je qui est- l'avais eu au téléphone, oui. Il est ouais, très très fort. et Ouais. qui est génialissime. C'est un as de la growth. Genre, pour moi, il est dans le top 10 des growth que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. J'en ai rencontré un paquet. Et, et lui, tu vois, il est dans un business, tu sais, enfin, il aide des mecs chez Booking, chez Airbnb, chez plein de boîtes, que Katawiki, je crois que c'est devenu une billion en Europe, à passer de 10 à 1 million, quoi. Et donc, c'est des boîtes software. Et en même temps, de l'autre côté, il a des pizzerias. Je crois qu'il a 4 pizzerias, le mec. Et il me dit, c'est trop drôle parce que je m'amuse dans les pizzerias. En fait, j'applique tous les concepts growth dans ces business très terre à terre. Et genre, il avait fait un petit hack à la con. C'était, je sais pas si je peux en parler, mais je vais quand même le faire. En gros, je pense que c'est. Ouais, tu sais, souvent, les Uber, les livreurs Uber ou Deliveroo, tu sais, ils se regroupent entre eux à vélo, ensemble quand ils sont en pause. Et du coup, les trouver, leur donner des flyers il leur donnait des flyers de sa pizzeria, et il disait, dès que tu vas livrer de la bouffe, tu mets en même temps un flyers de la pizzeria, et tu as, je crois que c'était 1 euro par flyers, tu vois. Et ça avait explosé le nombre de commandes de sa pizzeria. Et puis tu as le mec je crois que c'est Uber Eats ou Deliveroo, je sais pas quoi, qui lui avait dit, qui l'avait contacté en mode, ouais, en fait, il y a nos livreurs, ça fait quelques mois apparemment, tu fais des conneries avec eux, arrête s'il te plaît, tu vois. Et c'est trop drôle. Et du coup, il fait des petits trucs comme ça à la con. Et ces pizzerias sont très rentables. Et il en Oui, noue chaque oui, c'est ce qu'il m'a année. Et dit, ouais. c'est genre, c'est un Ouais. putain de business, quoi. Genre, il se fait du vrai asset, quoi, avec ces business-là. Alors que de l'autre côté, il est pas du tout là-dedans, tu vois. Il est à l'opposé de ça. Et, euh, Le et coût j'ai de envie d'un fabrication d'une jour. pizza, c'est quoi? C'est 1,50 €, 2 Alors, euros? ouais, j'avais regardé. Putain, je m'étais intéressé à ça parce que euh, moi, j'ai vécu 12 ans en Sicile. Pour ceux qui ne savent pas, et ma mère a travaillé pendant longtemps dans la restauration, plus spécifiquement dans les pizzerias. Et c'est pour ça que quand j'étais petit, j'étais très gros, parce que je bouffais des pizzerias à tout va, des pizzas à tout va. Genre, je suis grand fan de Ceux pizza qui et je veulent une bouffais que ça. photo, venez en DM. Et en gros, je m'étais dit, mais c'est ouf parce que je vois tous ces gens, tous ces mecs de patrons de pizzeria. euh, Après, Cécile, c'est très famille, tu connais tout le monde, etc., etc. Donc à la fin, le week-end, je me retrouvais chez eux à jouer avec leurs enfants, etc. Et en fait, ils avaient des putains de baraques de bâtards, ils avaient des putains de caisses, et j'étais là en mode. Et après, quand je suis revenu en Belgique,
Et j'ai aussi travaillé dans la restauration quand j'étais étudiant. Et quand je voyais les patrons des restaurants dans lesquels je bossais, euh, les mecs étaient genre, soit ils faisaient que du black et ils se faisaient rattraper par le fisc au bout de 2 ans et donc ils finissaient avec des amendes de port, soit ils étaient réglo et les mecs ils travaillaient pour le SMIC quoi presque. Et je me dis mais putain mais c'est bizarre. Pourquoi les mecs de pizzeria ils s'achètent des villas de port, ils ont des caisses de ouf. Après c'était la Sicile, ça coûte moins cher aussi, mais Et voilà. Et puis j'ai regardé du coup le business model des pizzerias et en fait la pizza est le fast-food le plus rentable. Une pizza, une pizza classique, margarita ou n'importe quoi, coûte entre 1,50 € et 2 € à produire. C'est ouf. Enfin, non, c'est pas c'est ouf. ouf. Non, mais C'est pareil c'est pour ouf les dans le... boulangers. Enfin, Ouais, dans le même genre, quoi. mais c'est dingue, tu vois, parce que le prix d'une pizza, tu vois, à Paname, une pizza, c'est entre 15 à 20 balles. Ouais, le multiple est ouf, ouais. C'est genre, c'est ouf d'avoir un produit qui fait du x5, x10, je trouve, tu vois, Quand on c'est fait ça dingue. en crypto, on est fan, et ben il y a des gens qui font ça tous Ouais, les il y jours a avec des une gens, ils font pizza. ça tous les jours, ils font tourner les pizzas, ils font x5, x10, frérot. Et nous, on est là avec nos cryptos. Et donc, ouais, et un jour, j'ai envie d'avoir une pizzeria. Et donc, tout ça pour dire que... T'aimes aussi le concret, t'as envie d'aller dans le bah, concret aussi. alors, j'aime aussi le concret, mais je sais que je suis très fainéant, tu vois. Et je suis quelqu'un qui voit les défauts partout. C'est-à-dire que, tu sais, dès que ça va être du concret et que je vais voir qu'il y a que le concret demande du coup un processus beaucoup plus lent ou avec plus de barrières, avec plus de friction, La réalité. ça va me saouler et je vais me dire, ouais, mais avec du software, frérot, ça, il n'y a pas, tu vois. Ouais. Mais en même temps, avec du software, il y a d'autres problèmes et on n'en parle pas non plus. Les devs. Euh, ouais, il y a Non, je deal rigole, je avec des rigole. devs. Euh, mais ouais, voilà. Ok, cool. Moi, ouais, je veux parler d'un truc. J'ai vu, tu as tweeté un truc, tu as partagé un truc un site qui s'appelle Token of Honor. Ah, C'est un site, allez tous le voir, allez lire ce qu'il a écrit. Enfin, je sais pas si c'est une transcription de trucs que tu as lu. ouais. Euh, et j'ai lu, en fait, j'étais en train de lire, j'ai lu la moitié. Puis je me suis dit, stop, lis pas plus, on va en parler dans le podcast, et lui, il va t'expliquer. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est, tout, et pourquoi tu en as fait un site, avec quoi tu as fait site, et pourquoi tu as fait ça? Alors, merci pour le piège. Franchement, j'ai pas envie de résumer ce que j'ai écrit. Parce que je le ferais très mal. Ce serait très maladroit de ma part et je trahirais la pensée. Et du coup, vu que je suis fan de la pensée qui est exprimée dans ces quelques lignes, l'équivalent de 3 pages, 3-4 pages dans un livre, j'aurais trop peur de trahir cette pensée-là. Et donc, je vais pas résumer ici, mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce que du coup, page 410 du livre, il y a un Donc, monologue qui c'est est le bouquin magnifique. pour lequel Exact. Ayn Rand, tu nous parlais Atlas tout à l'heure. Shrugged. Ok, ouais. Exact. Il y a un passage qui est magnifique où un des héros du livre, en fait, déclame pourquoi l'argent est bien et pourquoi l'argent n'est pas véhicule en fait, de quelque chose de négatif. Étant donné que je suis né, tout comme toi d'ailleurs, mais chacun a une particularité, en Europe, donc continent catholique, où on n'est pas forcément, enfin continent catholique, il n'y a pas que des catholiques en Europe, mais vous m'aurez compris, l'argent, c'est un petit peu tabou. J'ai toujours eu en fait que des réflexes purement instinctifs par rapport à l'argent. C'est-à-dire, l'argent, j'en veux, ah, l'argent c'est mal, hein, ça fait mal l'argent, tu vois. Et c'était toujours très black and white. Et je me suis vite rendu compte que j'étais un peu niais, naïf et nul en fait dans ma réflexion sur l'argent. Et en fait, tout ce monologue parle du fait que l'argent, en fait, c'est juste un token of honor. Et donc c'est pour ça, je me suis rendu compte que le nom de domaine n'était pas pris, donc j'ai pris tokenofonor.com, je l'ai directement pris, et j'ai passé les 2 heures de ma soirée à réécrire phrase par phrase. J'aurais pu faire un copier-coller, hein, mais j'ai choisi de le faire phrase par phrase, réécrire tout ce texte-là et le partager en ligne. Le partager, en fait, je sais bien qu'il y a 3 personnes et demie qui sont venues le voir jusqu'à présent, tu vois. Il y a des mecs qui sont fans d'Ayn Rand qui sont venus voir, il y a des mecs, par exemple, je l'ai envoyé à ma petite sœur qui est en train aussi de se positionner par rapport à tout ça. J'aurais voulu qu'elle le lise à fond, je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, elle a liké, merci. Mais en fait, ça m'a donné une perspective sur l'argent que j'avais jamais eue euh, en tant qu'Européen. Et donc voilà, c'est très intéressant ce livre. Ce livre est super intéressant. Je le recommande. J'ai envie de te l'offrir aussi si tu l'as pas encore acheté.
Je l'ai pas parce que encore maintenant, acheté, c'est un mais livre qui je change. sais que mais j'allais le prendre en numérique. Peut-être que Hein. j'allais le prendre sur ma. En fait, je sais pas si c'est bien de dire ça, si je peux dire ça, mais je n'achète pas les livres, je les télécharge illégalement. Et, et Ouais, du coup, pour le voilà. coup, celui-là, vas-y, ouais, Ayn Rand, voilà. Tu as peut-être une fondation aux États-Unis pour les libertariens qui va toucher un peu moins d'argent, mais à part ça, voilà, Mais c'est non, pas très grave. mais pour le coup, il y a certains bouquins que je vais acheter en papier. Par exemple, je suis grand fan de Nassim Taleb et j'ai acheté un de ses bouquins en papier. J'ai les autres en numérique, mais juste parce que je suis un grand fan de Nassim Taleb, je vais acheter l'entièreté de l'Inserto, qui est l'entièreté de ses bouquins en papier, parce que j'ai envie d'avoir le symbole en fait du papier. Mhm. Et donc je vais le faire. Et donc en fait, je vais d'abord le lire en numérique et si j'aime vraiment bien, je l'achèterai en papier. Il faut le lire en français ou en anglais parce que Moi, des je fois l'ai il pris y a des en bouquins. anglais, c'est difficile quand on n'est pas anglophone, mais ça passe. Si tu veux être sûr d'être pris dans le livre et de pas en fait te donner d'excuses, prends-le en français. C'est pas très grave. Ok. Ok. Mais c'est magnifique, c'est vraiment de la poésie, c'est des petits sucres à lire avant d'aller dormir, quoi. Et j'ai vraiment kiffé, hein, pour le coup. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Parce que j'ai essayé d'en parler, on a essayé d'en parler la dernière fois, c'est vraiment deux visions du monde qui s'entrechoquent dans le livre. Euh, et en gros, il y a d'un côté ceux qui produisent et qui, en échange de tout ce qu'ils produisent, prennent de l'argent pour pouvoir ensuite acheter d'autres choses. Et tu as ceux qui voudraient profiter, ce qu'ils appellent les looters ou les moochers. Donc, c'est les gens qui volent ou les gens qui pleurnichent pour recevoir des choses, Mhm. qui essayent en fait de s'approprier en fait aussi une partie de tout ce qui est produit, alors qu'ils ne le méritent aucunement, tu vois. Tu as des exemples là dans le bouquin qu'on pourrait retrouver? Euh, Ouais, enfin, en gros, c'est la classe politique qui affronte la classe des entrepreneurs, et la classe politique utilise des valeurs un petit peu, pas niaises, mais justement des valeurs un petit peu démocratiques, soi-disant, etc., pour en fait, par derrière, choper des trucs et vendre sur le marché noir à leur nom, etc. Donc en fait, c'est Ok. des faux semblants qui affrontent des gens qui sont dans la réalité et qui construisent. Et ça me fait rire parce que tu vois, on parle de construire, et hier, je faisais une pause avec ma meuf, et on regardait au loin, et on voit un énorme pont. Enfin, c'est pas un pont, c'est une route en fait qui est surélevée sur des piliers énormes. Et je me dis, mais en T'appelles un fait, pont, je crois. Non? non, non, mais c'était pas. Oui, Non, c'est un je sais pont. pas. Pour le coup, Ok. c'est un pont, mais c'est une autoroute. Enfin, bon, bref, c'est pas un Ok, pont qui ouais. passe au-dessus Ouais, de ok, l'eau, ok, quoi. ok. Mais Ok. pour le coup, c'est pas dans la définition d'un pont que ça doit forcément faire. Très cassé. Ouais. J'en sais rien, en vrai, mais juste. Ok. Non, 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 c'est Vas-y. sûr, t'as raison. Mais du coup, c'est une énorme autoroute qui descend et qui est soutenue par des piliers en béton énormes qui doivent faire 3-4 mètres d'envergure, tu vois, les piliers. Et je me dis, mais putain, il y a des gens qui un jour ont construit quelque chose comme ça. Et tu vois, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est juste moi qui suis sous le charme du livre et qui a un filtre sur la réalité? Ou est-ce que ça veut dire que les builders dans notre monde, ils disparaissent petit à petit, dans notre monde à nous, notre vieux continent? Je vois plus, en fait, des gens qui construisent je vois plus rien. Enfin, il y a... Ouais, mais alors, je pense qu'il y en a plein, mais c'est juste qu'on est dans une bulle, comme on en parle souvent. Et du coup, on a des œillères aussi dans notre bulle à nous. Mais toi, tu le fais encore bien. C'est-à-dire que je sais que très vite, tu prends contact avec des gens qui construisent des choses. Tu m'avais parlé d'un entrepreneur qui a une usine qui produit des macarons. Mhm. Et tu avais été le contacter, visiter, aller le voir. Tu le fais encore bien, ça. Et je vois que tu as un amour pour le concret, pour le physique et pour la sueur, comme on en parlait. Et du coup, je pense que tu te confrontes quand même un peu à ça. Moi, je ne le fais pas du tout pour le coup. Moi, tu vois, Mais tu kifferais, hein, pourtant. Parce que il y a quelque chose que tu ne retrouveras jamais dans le software, ouais, c'est très banal ce que je dis, d'aller te balader entre des lignes de production, des espaces de stockage à non, mais oui, l'infini, des je suis palettes, d'accord. des mecs qui viennent avec leur petit chariot ou leur transpalette qui font bzz, 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 bzz. Tu vois, et il y a quelque chose de très grisant là-dedans, en fait. Mais c'est Ouais. banal ce que je dis, mais ouais. Après, si tu peux faire ça at scale et en fait utiliser le software pour le rendre beaucoup plus puissant, comme Amazon? Spacefil essaie de le faire, comme Amazon, Ouais, comme de ce que fait Amazon. Amazon, c'est quand même un putain de business de bien concret, sûr, quoi. ouais, ouais. Ça sue chez Amazon. Euh, et ouais, donc en fait, est-ce qu'en fait notre boîte parfaite ne serait pas une combinaison des deux? Tu vois. Bon.
Sur ces Ah, beaux mots. ouais, sur ce bon mot. Tu voulais dire autre chose? Moi, j'ai fini, Non, hein. j'ai. J'ai Ouais, d'autres trucs, mais c'est des trucs anecdotiques aussi. ouais, moi Non, J'ai un petit compte. Oh putain, on parle de concret. C'est parfait, c'est fait pour ça. Va sur Instagram. Vous tous là, allez sur Instagram. Enfin, non, si vous nous écoutez, vous êtes sur YouTube. Enfin, je sais pas, soit quand vous pourrez. Et vous allez regarder le compte d'un mec qui s'appelle euh, Si je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, en gros. C'est un type. C'est génial. En gros, c'est un mec qui est fan. Qui est fan. T'as trouvé? Ouais. Ok. C'est un mec qui est fan de nostalgie. Pokémon, Dragon Ball, tous les trucs un peu de notre jeunesse nostalgique, des toys, etc., des petits jouets qu'on avait dans les petites boîtes qu'on achetait à l'époque, Action Man, etc., etc. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les produits existants et Hmm. il les customise à 100%. Et en fait, sur son compte Instagram, donc c'est un Français qui fait ça, sur son compte Instagram, vous allez voir des objets que vous n'avez vus nulle part ailleurs. Par exemple, il va prendre une cassette Pokémon, il va enlever le stickers du logo et il va en recréer un et il va le recoller dessus. Par exemple, il va acheter des cartes Pokémon et carrément les customiser à 100% pour y appliquer dessus, non pas un Pokémon, mais un rappeur, par exemple. Il va, par exemple, acheter des boîtes de Kellogg's et il va les customiser à 100% pour que ça ne soit pas Frosties, mais Cookies Mew, qui Mew est un Pokémon dans Pokémon, pour ceux qui connaissent, qui est un petit Pokémon rose mignon. Et en fait, il fait tout ça lui-même. Et en fait, il customise des objets physiques qu'il achète, et puis dans son atelier, il les customise. Je sais pas si tu te balades là-dessus, Ouais. dessus. Il fait tout ça lui-même. C'est magnifique, je trouve. Genre, c'est incroyable. Et en fait, comment je suis tombé là-dessus? Je cherchais des trucs sur des cartes Pokémon et j'ai trouvé ce mec qui customise tout. Mais c'est déconné. Genre, par exemple, il a fait un pins avec Mew qui tient un sachet de bœuf, par exemple. Et je me dis, mais genre, c'est ouf ce qu'il fait. Genre, il customise tout ce qui lui passe sous la main, un peu nostalgique, il le customise et ensuite il le revend. Alors, je pense pas qu'à la base il voulait le revendre, mais du coup, maintenant il le revend. Je l'avais contacté parce que j'avais vu une carte Pokémon qui m'intéressait, qu'il avait customisée pour un rappeur. Et je lui avais dit, ouais, ça coûte combien? Et je crois qu'il m'avait répondu, je vais aller voir ça. Et je trouvais que c'était pas cher pour le travail passé. Alors, je sais pas combien de temps il a passé pour customiser cette fameuse carte. Donc, tu sais pas si c'est bien cher ou pas. C'est ça tout le Bah, sujet. en fait, c'est ça. Alors, mais moi, je trouvais que c'était pas rush, quoi. Mais si, en fait, j'ai une idée du temps qui passe pour customiser une carte. À mon avis, il doit y passer un jour entier, quoi. Parce que je sais pas si tu vois un peu les cartes Pokémon qu'il a customisées, va voir. Genre, il en a fait une avec Luffy. Il a pris une carte Yu-Gi-Oh! Il l'a customisée en Luffy. Et genre, il a carrément appliqué, enlevé le vinyle brillant dessus. Il a imprimé. Tu vois là, tu es en train de regarder, tu Je suis en rigoles train parce de que genre, regarder Al Capote Al Capote, mais elle est le trop bien. rappeur Al Capote La carte qui dit tout le Al temps Capote, pute pute mais pute il, et il, qui a il, fait il a. la carte Carapute. Oui, Génial. parce que alors il est trop drôle évidemment. Eh oui, oui, Et il y a du de coup, l'humour. il m'a dit, bah ouais, la carte, c'est là, c'était la carte de 667 du rappeur. Euh, putain, j'oublie. 667, c'est le rappeur, c'est Damn. Ah, 16. Non, 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 non. Damn. Ah, putain. J'ai un trou. Putain, 667. Frisk Orleans. Putain, voilà, Frisk Oh, Orleans. Et la carte pardon. Frisk Orleans qui a été customisée, elle a 40 balles, tu vois. Ah oui, Et ça tellement pas cher, tu vois. Vraiment. Je trouve que c'est des objets de collection qui sont magnifiques, qui sont des pièces uniques. Et en fait, elles vont prendre de la valeur avec lui, en fait, la notoriété qu'il va avoir. Sachant que là, il est en train de faire des produits pour des vrais rappeurs, enfin, pour des vrais rappeurs, pour des rappeurs qui sont assez fat, assez gros, et il est en train de faire des produits pour eux, il leur envoie. Euh, je trouve ça magnifique ce qu'il a fait. c'est pas mal. Vraiment, je J'ai trouve une ça trop question pour beau. toi. Vas-y. J'ai envie de me lancer un défi et de créer une œuvre d'art. Pas moi-même, du coup, hein. Je vais outsourcer toute la partie graphique, je veux l'outsourcer. Ouais. Dis-moi maintenant comment tu t'y prendrais pour trouver le meilleur, ou en tout cas le meilleur rapport qualité-prix pour un digital artiste. Putain, tu sais, tu me dis ça, mec, mais c'est ouf parce que
c'est trop drôle parce que tu me parles de ça et hier, j'ai découvert sur Twitter des digital artistes qui ne font que des œuvres digitales pour le coup, alors qui ont fait des produits pendant le Covid, genre des calendriers, des notebooks, des agendas, etc., mais qui sont magnifiques. Et c'est très souvent des meufs, c'est rarement des types. Donc là, ce compte-là, pour moi, c'est un digital artist parce qu'en fait, il fait tout en numérique avant et puis il fait en physique. Donc en fait, il lit les deux. Et je pense que surtout le sujet, c'est quel type, c'est quoi la patte graphique que tu as envie de retrouver. Souvent, tu vas retrouver ça chez les portefeuilles de designers, genre sur Dribbble, mais ça va être des designers plutôt Ça coûte cher. ouais, entreprise, branding, site internet, genre de choses, tu vois, logo. T'auras pas des œuvres d'art à proprement parler, je pense, tu vois. Moi, en fait, Après, j'ai ces une idée gens-là peuvent d'œuvre d'art. peut-être le C'est un peu faire. bizarre de Ouais, dire ça comme ça, tu vois, mais j'ai une idée d'œuvre d'art. J'aimerais bien la vendre sur rarible.com. On en fera aussi un ouais. épisode de Rarible. Ah putain, moi j'ai tout un truc là-dessus aussi. Mais Vas-y. mais tu vois, je veux avoir la putain d'œuvre d'art. J'ai l'idée dans ma tête, je peux la dessiner et tout. J'aimerais bien que quelqu'un la rende jolie Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu vas trouver bah, ce mec-là, là. Tu vois, le mec. En fait, tu essaies de trouver sur Instagram, il y en a plein des mecs, comme je ne suis pas. Si j'oublie son digital nom, painting. là. Ok, je vais chercher hashtag Je ne suis digital pas. painting. Voilà, je ne suis pas là. Et par exemple, tu vois, on a parlé des céréales Magic Spoon Mhm. dans un des épisodes et Le on en a premier. encore parlé récemment. Genre, je deviens vraiment fan de cette marque-là. Et tu vois, lui, il a fait, ce mec-là, je ne suis pas là, il a fait la box dans céréales pour Cookie Mew. Et j'ai vu le style qu'il a donné, le truc, je me suis dit, putain, si un jour, mec, je fais un Magic Spoon-like, c'est toi que je veux pour faire la boîte de céréales. C'est toi que je veux pour faire le branding. Parce que il est trop fort. Il est trop fort pour mettre ce côté nostalgique, enfant, gamer, dans un objet du quotidien, tu vois. Et donc voilà. Et Du coup, Magic Spoon, pareil que toi, j'y réfléchis aussi beaucoup en ce moment. J'adore tout ce qui est DTC, j'adore la food. Euh, je vois en fait, tu vois, je me rends compte là, en grandissant et en ayant de plus en plus d'expérience, qu'il y a des boîtes pour lesquelles je vois le chemin très facilement. Et je sais pas si c'est un unfair advantage, tu vois, que j'ai parce que je me suis beaucoup renseigné, etc. Tu vois, il y a des boîtes qui me demandent de faire un software demain dans l'aviation. Je connais pas la step 1, je connais pas la step 2, je connais pas la step 3. ouais. Parce que j'ai pas d'affinité, même si j'adore le sujet, j'ai pas d'affinité avec le marché. Par contre, tu vois, pour une boîte DTC style Magic Spoon, je vois très bien quelles sont les 10 premières étapes. Ça me paraît Mhm. facile, tu vois. Je sais pas si c'est facile Non, pour tout le monde, si c'est facile. juste facile pour nous. Ouais, ouais, Enfin, non, facile, dans le ça l'est sens, en tout cas, pas. elles sont connues, les étapes. Ah, Et, les étapes sont connues et ça, oui, oui. Vas-y, vas-y. T'allais dire et un donc, truc. la question que j'avais, c'est pour Magic Spoon, est-ce que la seule étape qui me paraît chaude, c'est l'étape confection du produit, réellement? Genre, comment tu rends un céréal keto sans sucre, patati Ouais, patata? il y a le produit à faire. Faut le rendre parfaitement bon et parfaitement. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc que je Euh, connais pas encore. et Tout le reste, après, il y a quand même partie branding, c'est un putain de boulot, hein. oui, c'est un boulot, J'ai mais tu écouté connais des l'étape, interviews tu de vois. Magic. Oui, oui, non, le reste, comment vendre les 100 premiers paquets, comment vendre les 1000 autres, qui recruter, quoi donner comme tâche, comment passer de 1000 paquets vendus à 1 million de paquets vendus. On a une idée Outsourcer la logistique, etc. du cheminement, on a une idée, quoi. C'est clair. Après, on a des idées de cheminement parce qu'en fait, on a vu des boîtes qui l'ont fait de façon en mode first principle aussi en réflexion, ok, on voit les étapes. Après, je pense que quand tu le fais aussi, il y a des choses que tu pensais être évidentes qui en fait ne le sont pas du tout. Hmm. Et ça, c'est toujours la même chose entre la théorie et la pratique, quoi. Mais c'est clair qu'il y a des boîtes, il y a des modèles. Où quand tu as compris un peu le principe, tu vois les étapes, tu les vois quoi, au loin. Il n'y a pas trop de brouillard, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, tout ce que je voulais dire. Et pour l'histoire de Rarible, clairement, faut qu'on fasse un épisode là-dessus sur les NFT euh, et sur le fait de vendre des œuvres d'art en ligne pour plusieurs millions d'euros. Faut qu'on en Mais tu parle. vois, c'est ça que je veux faire. C'est ça, je deviens millionnaire en vendant des œuvres d'art. Non, mais en plus, là, Euh, si on reçut la même courbe, alors là, c'est vraiment une analyse de comptoir, tu vois, mais si on reçut la même courbe de crypto, je sais pas si tu te rappelles, mais nous, enfin, les NFT ont explosé juste après que les alts dans l'écosystème Ethereum avaient explosé, tu vois, parce que les gens sont allés se réfugier dans les œuvres d'art
C'était un petit peu le mouvement de base pour tous les gens qui avaient un peu de thunes et qui voulaient investir. Ils se sont dit, OK, à la place de sortir mon pognon ou de le mettre dans des stablecoins, je vais mettre une partie dans les œuvres d'art parce Mhm. que ça va prendre parce que ça Il y a explosait, en toujours, fait. je pense par exemple qu'une des 10 trends dans le numérique en 2021, c'est les NFT. C'est les œuvres d'art digitales qui sont vendues sur la blockchain. Je suis sûr. Il y a beaucoup trop de projets là sur Twitter de mecs qui sont en train de faire des putains de produits, des putains de boîtes pour permettre à des artistes de vendre leurs œuvres d'art contre des cryptos et de own toute la chaîne et de avoir un vrai token de spéculation. Euh, Avec des royalties, c'est ça qui est énorme. et avec des royalties. À Je suis chaque vente. sûr, je suis sûr que le NFT, c'est un truc. Donc ouais. Mais en fait, la NFT, il n'y a pas que les œuvres d'art pour le coup, Oui, mais ouais. ouais, c'est un des sujets et j'ai l'impression en fait que ça démocratise l'art à mourir, quoi. Parce que même moi, enfin, tu me demandes de faire une peinture demain, je sais pas comment on la fait et je sais pas comment on la vend. Par contre, je suis sûr qu'aujourd'hui, je peux créer un espèce de process qui permet, à partir d'une idée, de la réaliser et puis de la vendre, tu vois. Alors, est-ce que c'est toujours de l'art? Est-ce que c'est juste de la commercialisation pure et Ouais. méchante et... J'en sais rien. Mais Ouais. Moi, j'ai si on a voulu faire un truc ouais. avec ça. J'ai voulu me dire, j'ai envie d'avoir un NFT, donc une œuvre d'art qui se vend, pas une, mais plusieurs qui se vendent, et que l'artiste soit anonyme. Et en fait, l'artiste, c'est moi. Et en fait, c'est pas moi l'artiste, c'est les freelances sur Ouais, mais Upwork. c'est ça. Mais c'est carrément ça que je veux faire, hein. En fait, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais me prendre genre les best, le best freelance de ouf qui fait un truc de ouf. Et je lui dis, mec, on fait 50-50. Moi, je m'occupe de la distrib, toi, tu produis l'art. Et on fait tout en anonyme. On invente un blaze, tu vois. Et genre, on fait une Banksy, Banksy, comment il Banksy. s'appelle? Ouais, Une Banksy. Banksy des NFT. Et, et ouais, ça fait trop drôle, tu vois. Parce qu'en plus, je connais des gens dans les NFT, donc je suis sûr il y a moyen de. De Enfin, la chill. il y a moyen de faire des trucs. Bon, voilà. Ok, bon, On c'était termine là ou l'épisode. quoi? Ouais, c'était l'épisode du Trop cool. 31. C'était 31. long, mais c'était la dernière de l'année, du coup. Ouais, c'était trop bien. C'est le numéro 7 ces dernières Mm. années. Et j'ai envie de Donc, te dire à l'année prochaine. à l'année prochaine. Mais d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous, Ouais. lâchez un like, un commentaire. On l'a pas fait dans les anciens épisodes de vous demander ça. En fait, on se dit pourquoi. Enfin, on l'a pas fait naturellement parce on n'y pensait pas. Et là, on se dit maintenant, on va essayer de mettre des petites routines pour que l'algorithme nous aide. Et donc, si vous êtes sur YouTube, likez, commentez. Ça se passe là. C'est Ça comme se ça passe qu'on là, fait, ça se non? passe en bas. Et oublie pas de rejoindre la communauté, le lien dans la description. Et suivez-nous sur les réseaux. On a mis aussi notre Twitter dans la description. Ouais. Cool. Bonne année à toi, mec. Bonne année à On toi. se voit l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, on se verra. Je serai dans les îles Canaries. Cool, cool, cool. Tu vas pouvoir jalouser depuis ton 30 mètres carrés parisien Enfoiré. Ok, bon, on fait avec ton ça. couvre-feu à 18h. Bon, allez, Ah, putain. ciao! Allez, ciao. Ciao.